Alors, je m'appelle Vincent Bontemps et je suis le seul parmi les intervenants qui peut en plus dire où est-ce qu'il travaille parce que moi, il n'y a pas d'énigme dans ce que je vais vous faire. Je suis philosophe et philosophe des sciences et des techniques et donc il me revient d'introduire le thème de l'image scientifique. Alors, des images scientifiques, il y en a de toutes sortes et c'est déjà le premier point, c'est que la diversité de ce qu'on pourrait appeler des images scientifiques amène à se demander quelle est la définition opératoire légitime d'une image scientifique. Ici, par exemple, vous avez un certain type d'image qui est un diagramme de phase. En plus, c'est un diagramme que j'ai sorti d'un livre de philosophie qui est de mon philosophe préféré, Gilbert Simondon. Ici, c'est une image qui est... Et cette image-là représente des connaissances, finalement. Ici, c'est une image qui est une image de synthèse et qui représente un objet qui ressemble à un ballon de football, déjà, et qui s'appelle le fullerène et qui est assez courant dans les nanotechnologies, assez connu. C'est une molécule faite à partir d'atomes de carbone. Et vous voyez, c'est un autre type de représentation. C'est la représentation d'un objet, tel qu'on suppose qu'il est, parce qu'en plus, ce n'est pas à partir de données, c'est une image qui est construite, une image de synthèse. Voici un troisième type d'image. C'est tiré d'un livre d'un autre de mes philosophes préférés, Gaston Bachelard. Et là, ça représente eh bien, une molécule ou une chaîne de molécules même. Et vous avez deux représentations qui sont du même objet, mais fort différentes et qui... Ces deux schémas présentent des intuitions de ce que c'est que l'objet justement de cette molécule, qui sont, suivant que ce soit des lignes d'électrons ou au contraire ici juste les valences et les liaisons entre les différents atomes, on ne se représente pas de la même façon le même objet. Bien, alors, si je signale tout cela, c'est comment on fait par ici, voilà. C'est parce que définir ce que c'est qu'une image en soi, ce n'est pas simple avant même d'arriver sur une image scientifique. Il y a deux façons de définir une image. Il y a une façon qui est extensive, on essaye d'attraper tout ce qu'on peut appeler image, et on va dire, en gros, c'est tout ce qui n'est pas une représentation, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'écriture, de la lettre. Éventuellement, on va rajouter d'ailleurs qui n'est pas non plus les équations. On va donc faire toutes les autres représentations vont être considérées comme des images. Et puis, en fait, on se rend compte, notamment si on regarde quelles sont les images qui circulent dans la société ou sur lesquelles on s'interroge le plus, ce qu'on appelle le plus spontanément image, en fait, c'est un élément beaucoup plus restreint. C'est une définition restrictive qui est, en fait, ce qui ressemble à des représentations de la perception visuelle, l'image. Mais légitimement, un graphe, ça pourrait tout aussi bien être une image. D'accord ? La deuxième chose, c'est comment on qualifie une image de scientifique. Et là, il peut y avoir deux types de critères. Un critère épistémologique qui est de dire c'est une image qui participe à la construction du savoir scientifique, qu'elle représente des données, des informations, des connaissances. Elle a un contenu informationnel particulier, une image scientifique, certes. Et puis, il peut y avoir un critère qui est peut-être plus facile d'emploi, qui est un critère sociologique. Une image scientifique, c'est une image qui circule dans le champ scientifique. Tout simplement, on regarde qui sont les scientifiques et qu'est-ce qu'ils font comme moyen, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen d'échange, et on repère donc ce que sont les images. Alors, d'une certaine manière, le fait que l'image, ça soit quelque chose qui ne soit pas une représentation, qui ne soit pas lettre, qui soit un signe, mais qui ne soit pas des lettres, même ça pourrait être discuté. C'est pour ça que je vous ai mis un exemple des merveilleux calligrammes d'Apollinaire, pour vous dire on peut faire des images avec des lettres, finalement. Et puis, ici, j'ai mis une petite image de Léonard de Vinci, parce que très souvent, on va avoir tendance justement à opposer images et lettres, alors qu'il y a des penseurs. De Léonard de Vinci, les gens soit lisent les carnets et ils sont publiés on ne voit que les lettres, soit ils contemplent l'œuvre artistique et on n'en voit que les dessins. Mais Léonard de Vinci, fondamentalement, c'est quelqu'un qui écrivait et dessinait dans le même mouvement. Alors, maintenant, faisons un peu de philosophie, on va dire quelques éléments techniques d'analyse des images. L'une des personnes qui a apporté des lumières et des concepts vraiment intéressants, c'est l'Américain Charles Sanders Peirce.
Et notamment, il est le fondateur de ce qu'on appelle la sémiotique. Alors, la sémiotique essaye d'analyser notamment le langage, mais pas seulement, les systèmes de signes, en séparant, en distinguant entre trois éléments, le signe lui-même, qui est le signifiant, ce qui véhicule, ce dont c'est l'image dans la pensée, et donc qu'il est censé induire, s'il y a accord d'ailleurs sur le signifiant, dans la pensée d'autrui et qui est aussi au niveau de l'émetteur. Et puis ce concept lui-même renvoie à un référent qui est un objet extérieur. Alors évidemment, il peut y avoir des référents qui font référence à des êtres fictionnels ou des êtres qui n'existent pas. Donc c'est un moyen de s'orienter dans un monde possible pour être plus large que juste de dire ça fait référence à un objet qui existe. Et Charles Sanders Peirce a distingué entre trois types de signes pour faire donc référence à des choses. Il a parlé des signes iconiques, des signes symboliques et des signes indiciels. Alors, une icône, c'est un signe qui ressemble à ce dont il est l'image, dont il est le signe. Donc, par exemple, ici, ce dessin, c'est le cœur. C'est un foie, c'est un rein? C'est un rein, excusez-moi. Je me disais, c'est bizarre quand même. Bon, et donc, ce dessin ressemble, heureusement, vous l'avez pu le reconnaître, ressemble à l'organe dont il est le signe. Il peut y avoir des symboles. Alors cette fois-ci, le rapport entre le signe et la chose devient conventionnel, non plus en termes de ressemblance, mais d'une convention. Alors il y a certains éléments qui pourraient être de l'ordre de la ressemblance, mais principalement, dans un circuit électrique, les différents signes, on sait par convention ce que ça représente. Et puis enfin, il y a des images qui sont indicielles dans la mesure où elles sont produites par la chose. Elles sont une trace de la chose ou d'une interaction avec cette chose. Donc par exemple, ici, je pense que c'est battements cardiaques. L'enregistrement. Enfin, il y a un dernier cas, et c'est un cas très intéressant pour le cas d'image scientifique, c'est le diagramme. Parce que le diagramme qui veut dire en anglais, la première compréhension, c'est la figure géométrique. C'est une image qui fonctionne, dans laquelle il y a une représentation du fonctionnement réel de la chose qui est inscrite. Et donc, travailler sur une figure géométrique, évidemment, la géométrie, c'est l'art de travailler avec des idées justes sur des figures fausses, car elles ne sont jamais parfaites. Mais néanmoins, travailler sur une figure géométrique, c'est comme travailler sur la chose même. Mais il peut y avoir ça pour d'autres images, comme des écorchés de machines, par exemple, ou d'autres types de diagrammes, où la connaissance des règles du diagramme vous permet de simuler le fonctionnement de l'objet dont il est question. Alors, ensuite, si on regarde ça dans une perspective historique, je m'appuie ici sur des travaux qui ont été faits par Lauren Daston et Peter Gallison dans leur livre sur l'objectivité. Et à vue de nez, ce qu'ils vont dire, là, ce que je vais dire est vrai, et puis en fait, quand on rend compte dans les détails, c'est toujours plus complexe. Mais à grande échelle, on peut dire que jusque dans les années 1820, les images qui étaient considérées comme des images scientifiques sont des images qu'ils appellent d'après nature. Et vous pouvez assez facilement faire le lien avec ce qu'on a vu avec Peirce, c'est que c'est des images iconiques. Donc typiquement la botanique ou la zoologie, tout ça, ou l'anatomie, ce sont des dessins. Ensuite, à partir de 1820 jusqu'en 1920, c'est ce qu'ils appellent l'image automatique. Et donc c'est à partir du moment en fait, où on a mis des protocoles et des techniques d'enregistrement au point. Donc c'est pour ça que ce sont ici, la photographie en est l'exemple idéal, avec la décomposition du mouvement, de la course, et du galop d'un cheval, où on remarquera que n'existe pas, par exemple, cette posture qui a été représentée depuis très très longtemps par les peintres, où le cheval a les quatre pattes en l'air en même temps. Ce n'est qu'à partir du moment où on a eu la photographie qu'on a pu savoir en fait que cette posture n'existe pas dans le galop d'un cheval. Et puis, après 1920, il y a des images qu'ils appellent les images à interpréter. Et donc là, on est dans l'image indicielle. Et dans les images à interpréter, ce qu'ils mettent en avant, c'est que désormais, ce sont des images où la connaissance du domaine, il y a un coup d'œil professionnel, il ne peut y avoir quelqu'un qui est
un initié qui peut voir quelle information se trouve dans l'image. Et sur un enregistrement d'une chambre à bulles, par exemple, seul quelqu'un qui connaît la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, peut comprendre, par exemple, que alors que le sens commun voudrait qu'on y voit la trajectoire d'une particule, une trajectoire avec un objet qui aurait une identité du début à la fin, en fait, il s'agit d'une série d'événements et que d'ailleurs, ce sont plutôt les propriétés ondulatoires de la fonction d'onde qui permettent de calculer le passage d'un événement à l'autre. Ça nous amène d'ailleurs à une mention importante qui est, je le dis tout de suite, en fait, ce qui va vraiment fonder l'image scientifique dans la science contemporaine, c'est un certain rapport avec la technique. Alors, la technique n'a cessé de nous permettre d'étendre notre perception et donc de rendre visibles des phénomènes qui étaient hors de portée, souvent parce que situés à des échelles auxquelles on n'a pas accès, ou situés sur des canaux de transmission d'informations qui ne sont plus ceux de la lumière visible et donc que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Et un bel exemple, c'est ces images-là qui sont arrivées il y a une quinzaine d'années et qui nous viennent des nanotechnologies où on nous a commencé à nous expliquer qu'on pouvait voir les atomes. Donc là, il y a une vue des atomes de nickel, et en même temps, ça devrait avoir quelque chose de choquant pour vous, parce que, sans remonter jusqu'à Lucrèce, mais tout le monde a entendu un jour quand même que les atomes n'avaient pas d'odeur, pas de saveur, pas de couleur, qu'ils n'avaient pas toutes ces qualités sensibles premières. Et là, on voit une image, justement, avec des couleurs, même avec des ombres, et avec des atomes qui ont une forme, et donc ce sont des choses assez surprenantes. Et donc, on peut soupçonner que derrière ces images se cache quelque chose de beaucoup plus complexe que juste une présentation, justement, analogue à la perception visuelle. Pour comprendre ça, il faut réintroduire ce que le philosophe Gaston Bachelard appelle la phénoménotechnique. L'image précédente, on ne peut finalement la comprendre que si on revient à la façon dont elle a été produite par un instrument technique. Donc ici, vous avez l'image peut-être la plus connue des nanotechnologies, qui s'appelle The Beginning. C'est une sorte d'icône qui a été réalisée par Don Eigler dans les années 90. Et elle a les mêmes caractéristiques que l'image précédente. Les petits atomes ont une forme avec cette forme caractéristique en fait, qui est un effet de pointe dû à l'instrument, je vais y venir, et ils ont des couleurs. Et en fait, on ne comprend d'où cela vient que si on voit les étapes successives de la constitution de ce logo IBM avec des atomes de nickel sur une surface de zinc, je crois. Et donc, c'est pas du zinc? Non, pardon. Et donc, la phénoménotechnique qui a été définie par Gaston Bachelard, c'est de dire justement qu'on est face à des phénomènes qui sont produits par la technique. Ce n'est pas juste des choses qu'on enregistre qui sont déjà là. C'est une technique qui produit le phénomène et donc une mise en image. Pour comprendre donc, autrement dit, ces images, il faut réintroduire l'instrument. Or, voici la matérialité de l'instrument qui a permis la réalisation de cette image. En fait, cet instrument, il est assez court, il fait la taille il fait 1 mètre de long, le microscope à effet tunnel, mais il y a tout un système qui est autour de lui, qu'on peut appeler son milieu associé, qui est fait pour l'isoler du bruit, pour créer l'ultravide, pour qu'il y ait une température très basse pour éviter le bruit thermique, et c'est tout cet ensemble, en fait, qui se cache derrière l'image. Et d'autre part, la photo précédente, elle ne vous donnait pas un accès très intéressant à cet objet technique, parce que représenter un objet comme ça, en fait, vous voyez sa surface, mais le fonctionnement de l'objet, il est à l'intérieur. Mieux vaut passer à un autre type d'image, parce que la photo extérieure d'un instrument ne nous apprend pas grand-chose. Et donc, on pourrait avoir un écorché. Là, on a tout simplement un schéma, un diagramme qui nous explique en simplifiant comment fonctionne un microscope à effet tunnel. Donc, les microscopes à effet tunnel, on fait passer une pointe ultra fine qui se termine idéalement par un seul atome et qui va venir frôler un échantillon de matière qui est une matière qui est matière semi-conductrice ou conductrice.
Et donc, vous voyez, en fait, cette perception, beaucoup plus que visuelle, finalement, c'est une perception qui est comparable à celle du braille, d'un aveugle qui viendrait tâtonner la forme de l'échantillon. Et il se passe un phénomène quantique qui s'appelle l'effet tunnel, qui est un très très faible courant induit au-dessus de la mer d'électrons qui baigne cet échantillon, qui est d'ailleurs alimenté, il y a un courant qui passe dedans. Et puis, on mesure dans les trois dimensions la position de façon très très fine de cette pointe. On mesure la variation de ce courant, et en ayant quelques hypothèses sur justement la composition, ensuite, il y a un ordinateur qui va intégrer ces deux types d'informations, et à partir d'un algorithme qui va revenir de l'information prise sur la mer d'électrons, sur la position des atomes, en toute fin, il va y avoir une traduction qui va d'abord être un graphe, puis ensuite une représentation avec, avec ces boules bleues qu'on a vues. Et vous voyez maintenant, si vous vous rappelez la forme pointue de ces atomes, c'était en fait dû à l'effet de pointe de ce STM. Alors, on va passer juste une minute à vous décrire maintenant comment on peut offrir c'est ma conclusion, comment on peut offrir une définition synthétique de l'image. Finalement, le problème, c'est que les images ne sont pas juste une des formes que je vous ai présentées. Il y a eu des images à tous les stades. Il y a eu des images qui étaient des graphes. Là, il y aurait des images qui sont donc de sortie. Il y a ce type d'images qui sont des représentations conventionnelles. Il y a des images qu'on a vues qui ressemblaient, qui avaient l'air d'être des icônes, et puis en fait, on a compris qu'ils ont été produites par des instruments, et donc ce sont des images très complexes. Il peut y avoir des images de synthèse. Comment tout ça s'organise? Eh bien, il faut avoir une vision dynamique, finalement. L'image, ce serait comme une réalité qui connaît des cycles et qui part, finalement, d'éléments qui sont posés comme des hypothèses, qui peuvent être au départ un gribouillis, un graphe qui a été dessiné par un scientifique, une première hypothèse sur comment se représente, les molécules sont agencées, ou comment se forment je ne sais pas, des étoiles dans des nuages de gaz. Il peut y avoir différentes choses. Ensuite vient l'étape la plus cruciale, qui est celle de, justement, l'instrument phénoménotechnique qui va permettre une interaction avec le phénomène, qui va permettre d'actualiser ces potentialités de la nature, de les mesurer, de les contrôler. On va donc avoir ici la formation d'une image plus riche, et qui, à terme, ces données vont pouvoir être traduites sous une représentation qui est, avec souvent l'aide de l'informatique, une représentation qui est proche d'une image au sens de la perception visuelle. Et ce sont ces images-là, en bout de course, qui ont été retraitées, c'est-à-dire on est parti de l'image source qui a été fournie par l'instrument, et puis on lui fait faire des modifications pour faire dégager l'information la plus pertinente. Ce sont ces images-là seulement qui sont publiées. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, passent ensuite, et ce sont souvent les plus jolies au sens exotérique, pas au sens des scientifiques, mais au sens de l'amplification médiatique qui peut en être faite, qui arrive dans le grand public. Et ensuite, ça fait un cycle parce que ça permet de nouvelles anticipations, et ça permet de boucler avec, ça nous porte notre intérêt à former de nouvelles hypothèses et à chercher de nouvelles choses. Donc en fait, l'image accompagne tout le cycle de la recherche, et elle est elle-même une forme de réalité dynamique. Voilà. Je vous remercie. Et donc, moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Et pour finir, vous avez peut-être vu le sigle Explore Nova. Il se trouve que j'ai un complice dans la salle, et donc vous allez devoir le trouver. Bien, bonjour, je m'appelle Christine Ménaché. Alors aujourd'hui, le scénario fait que je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur ce que je fais, puisque ce qui est prévu, c'est que d'abord ce soit vous qui preniez la parole pour répondre à la question suivante: qu'est-ce que représente cette image? Alors je voulais quand même vous donner un indice, ça ne se mange pas, ça ne se boit pas non plus, voilà. Et ensuite, bon, peut-être que dans la présentation précédente de Vincent, vous pourrez trouver quelques indices. Voilà, donc maintenant, à vous. Hein? Est-ce que c'est grand? Ah, c'est difficile comme question. Ah ouais. Est-ce que c'est petit? Ça va. En fait, ça représente quelque chose de petit. Est-ce que ce sont des
Bah voilà, ça représente quelque chose, mais ce n'est pas une photographie, ce n'est pas une image d'un objet réel. Ah, mais vous devriez trouver quand même un peu. Non, mais parce que je le connais un peu, donc... Et dans la... Oui. Bon, enfin, pas pour vous, mais dans ce que je vais vous dire après, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Dans les présentations de Vincent précédemment, c'est là, pardon. Ah oui. Donc, on pourrait la mettre dans icône, symbole, ou... Bon, non, c'est pas un diagramme. Ça représente le réel ou pas? Oui, ça représente le réel. Simplement, dans la présentation précédente, il a traité du domaine de physique, si vous voulez, dont est issue cette image. Il en a parlé plusieurs fois, c'est pour ça que je... Nanomatériaux? Alors, il y a un mot qui est bon sur les deux. Ouais, matériaux, exactement. Est-ce que les couleurs représentent différents matériaux? C'est pas différents matériaux, mais ça représente des choses dans le matériau, oui. Oh, mais je vous demande pas de trouver la signification des couleurs, hein, parce que là, on en a pour une demi-heure, là. Des domaines magnétiques? Non, pas magnétiques. Oh là, vous allez rentrer dans des sujets, vous allez me perdre là bientôt, mais bon... Non, en fait, bon, je ne sais plus où on en est là, voilà. Donc, en gros, déjà, c'est une image de simulation numérique. Déjà, première chose. Donc, en fait, c'est une image de simulation qui représente des transformations de phase dans un matériau. En l'occurrence, c'est un alliage de fer-nickel. Et donc, ça représente la déformation de cet alliage quand on applique une contrainte. Donc, en fait, on a appliqué ça, une déformation pendant 1 microseconde sur un cristal, donc, qui s'est fragmenté en plein de petits cristaux, et chaque couleur correspond à une orientation cristalline ou à une phase. Donc, l'image de simulation, en fait, représente plusieurs millions d'atomes avec une granularité d'une maille pour une centaine d'atomes. Cette image, elle a été produite en utilisant 5000 cœurs de calcul d'un de nos supercalculateurs. Donc 5000 cœurs de calcul, bon, juste rapidement, avant on parlait en termes de processeur, maintenant un processeur c'est plusieurs cœurs de calcul ou plusieurs corps en anglais, donc maintenant l'unité on parle en cœurs de calcul. Donc ça c'est l'état aujourd'hui. L'objectif à court terme et à moyen terme, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de descendre à une précision plus fine, aller à une granularité d'une maille pour un atome, et d'aller sur des tailles de matériaux de l'ordre du millimètre. Donc, pour faire ce genre de choses, il faudra des supercalculateurs, mais ça va être réalisable, hein, je vous dis des choses qui vont arriver. Donc, il faudrait des supercalculateurs qui sont 100 fois à 1000 fois plus gros que les supercalculateurs d'aujourd'hui. Donc, pour resituer les choses, les supercalculateurs du CEA, aujourd'hui, les supercalculateurs scientifiques, sont localisés sur le centre de Bruyères-le-Châtel. C'est peut-être pas très loin d'ici. C'est aussi au milieu des champs. Bon, c'est plutôt les champs de haricots, mais enfin, c'est quand même très, très voisin. Donc maintenant, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'un supercalculateur? Donc là, je ne vous demande pas de répondre, c'est moi qui vais enchaîner, parce que sinon, on va avoir un peu de temps. Donc un supercalculateur, grossièrement, hein, bon, s'il y a des puristes, évidemment, on pourra en discuter plus tard, mais grossièrement, c'est environ, sur nos machines à nous, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs, interconnectés entre eux par un réseau qui est un réseau très rapide avec de faibles latences, ce qui va permettre de faire tourner dessus des applications, des logiciels qu'on appelle aussi des codes de calcul. Ces logiciels ont été développés de telle façon qu'ils puissent par partie tourner sur un certain nombre de cœurs et échanger entre eux des données par l'intermédiaire de ce réseau d'interconnexion rapide. Une fois que vous avez fait tourner votre logiciel de simulation, vous allez générer des résultats. On l'espère pour vous, en tout cas, que vous allez réussir à générer des résultats. Ces résultats peuvent atteindre des volumes de données très importants. Donc, il faut aussi être capable de mettre en œuvre des infrastructures de stockage de données sur des gros volumes. Puis ensuite, vous, utilisateurs, enfin, il y en a peut-être ici, hein, vous n'êtes pas évidemment dans le bâtiment où sont localisés les ordinateurs. Vous êtes dans vos laboratoires, dans vos entreprises, dans vos sociétés. Donc, vous avez besoin d'avoir des services aussi pour accéder à vos données, les visualiser, les traiter, les matérialiser, tout ça
dans un contexte interactif, donc d'une fluidité importante, et dans un environnement sécurisé. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les machines qui sont installées à Bruyères, l'ordre de grandeur, pour que vous ayez une idée quand même de la puissance de calcul, ces machines ont une puissance globale de plusieurs pétaflops. Alors, un pétaflop, grosse maille aussi, si je peux reparler de maille, mais un pétaflop, en fait, ça représente ce que fait l'ordinateur en 1 seconde, le nombre d'instructions que fait l'ordinateur en 1 seconde, c'est à peu près pareil que ce que ferait 1 million, 2 milliards de personnes avec une calculette qui exécute une opération en même temps. C'est pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des ordres de grandeur qui sont très importants. Donc ensuite, pour vous expliquer un petit peu ce que nous, on peut faire à Bruyères, au-delà de tout ça, c'est que sous l'égide du programme simulation de la direction des applications militaires, le CEA s'est doté de compétences et d'expertise dans tous les domaines du calcul haute performance, en particulier dans ce qu'on appelle les très grands centres de calcul. Donc c'est pour ça qu'au département des sciences de la simulation et de l'information, à Bruyères, eh bien, vous allez trouver des experts qui vont travailler, qui vont contribuer au développement des technologies qu'on retrouvera ensuite dans les supercalculateurs de demain. Donc ça se passe par l'intermédiaire de laboratoires communs avec notre partenaire Bulatos. Ça se passe aussi par le fait qu'on participe à un laboratoire avec Intel et l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et ça se passe aussi par des logiciels qu'on développe nous-mêmes, parce que je vous ai parlé des différentes fonctionnalités nécessaires à l'utilisateur pour accéder à ces grosses machines, récupérer les données et les visualiser. Mais en fait, il y a tout un environnement qu'on appelle du middleware qui permet aussi d'optimiser l'utilisation de ces supercalculateurs. Et nous, donc, on contribue à développer ces briques logicielles de base, comme par exemple tout ce qui est gestionnaire de ressources, pour arriver à optimiser le placement des différents logiciels, des différents codes de calcul sur la machine. On contribue aussi au développement d'un système de fichiers parallèles, plus toutes sortes d'outils pour vous permettre de visualiser des données, pour aller vers le futur, vers des environnements de machines virtuelles qui vont permettre à un utilisateur d'avoir un environnement qui lui est un peu plus propre que l'environnement qu'on peut retrouver pour tout le monde sur la machine. Et puis aussi travailler sur la robustesse des calculateurs, puisqu'on s'oriente vers des machines qui vont faire maintenant plusieurs centaines de milliers de processeurs. Donc sur cette centaine de milliers de processeurs ou de cœurs, sans doute certains vont tomber en panne, et travailler sur le fait que les logiciels, du coup, ne soient pas perturbés par le fait que certains matériels puissent être défaillants. Donc tout ça pour contribuer dans le fait que le CEA ne se contente pas d'acheter des machines pour les opérer ensuite, mais souhaite vraiment être acteur dans le développement des technologies du calcul haute performance de demain. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez important. Ensuite, au niveau des usages, que vous sachiez quand même un peu plus. Donc ça, c'était un exemple, en fait. Voilà, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, mais c'était un exemple pour introduire le sujet. Donc au niveau des usages, on a 3 grands types d'usages des supercalculateurs à Bruyères-le-Châtel. Bon, le premier, évidemment, c'est le supercalculateur Terra, qui répond aux besoins donc, du programme simulation de l'ADAM. Donc, il est réservé aux utilisateurs de la direction des applications militaires du CEA pour le programme de dissuasion nucléaire. Donc, celui-là, je vous en parle, mais en fait, vous ne pourrez pas en avoir accès, enfin, sauf si vous travaillez avec nous. Mais voilà, donc juste la prochaine machine qu'on va installer en 2017 donc, va faire 25 pétaflops. Je vous ai parlé de ce que faisait un pétaflop, ça sera 25 fois plus. Le deuxième type d'utilisation sur la machine qui s'appelle la machine Curie, c'est un usage qui est donc dédié aux chercheurs français et européens. Donc là, on est dans un autre mode. Le chercheur peut accéder à ces machines en déposant un projet scientifique qui sera expertisé par différents comités, soit au niveau national, soit au niveau européen. Puis ensuite, il pourra voir s'il a été sélectionné, s'il a eu ses heures de calcul, il pourra utiliser les machines. Et puis le troisième type d'usage, c'est un usage plutôt industriel, puisqu'on a mis en service le centre de calcul, recherche et technologie depuis 2003, et qui est un centre de calcul qui est ouvert à des partenariats industriels. Donc là, je ne sais pas s'il y a des industriels du plateau de Saclay dans la salle, mais en tout cas, on travaille beaucoup, par exemple, avec Safran, dont Safran Tech qui est localisé sur le plateau de Saclay, avec EDF, avec Valeo, avec Thales, avec l'Ineris, avec Airbus Defence and Space, et puis assez récemment avec L'Oréal. C'est pour vous montrer que la diversité
des champs d'utilisation de la simulation numérique, qui n'est pas restreint uniquement à la recherche ou à la défense. Et donc, j'ai encore 5 minutes. Ah, j'en reviens pas. Bon, je vais finir en avance, alors du coup, je me suis un petit peu dépêchée, mais donc, on peut peut-être passer à l'image, voilà. Donc, je vais vous présenter du coup la dernière machine qui a été installée à Bruyères, qui s'appelle Cobalt, qui est une machine donc, de la société Bulatos, qui a été installée là cet été, en 2016, et qui fait partie donc du centre de calcul recherche et technologie. Donc, sur cette machine-là, vous voyez qu'il y a différents pictogrammes qui représentent en fait les domaines d'activité des différents partenaires du CCRT. Donc là-dedans, vous allez voir tout ce qui est les motoristes, hein, donc les filiales du groupe Safran qui travaillent sur la conception et la fabrication des moteurs d'hélicoptères, des moteurs d'avion. Vous allez trouver aussi des gens comme Thales et Thales Alenia Space qui travaillent sur les antennes satellites. Vous allez trouver Valeo avec les simulations sur tout ce qui est climatisation dans les habitacles de véhicules. Vous allez trouver aussi le CEA hein, avec ses différentes disciplines, que ce soit le climat, l'astrophysique, les matériaux, les sciences du vivant. Et puis, si j'oublie personne, j'aurai de la chance. Alors, on travaille aussi donc EDF. Et puis donc là, en septembre, nous ont rejoint 2 nouveaux partenaires, l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, et le Synchrotron Soleil, qui est quand même pas très loin d'ici. Voilà, moi j'ai terminé, donc je pensais être en retard, mais... Donc moi j'enchaîne avec l'image suivante. Donc je m'appelle Valérie Lostis et donc le jeu est également de deviner quelle est l'image qui est présentée sur l'écran. Pas tout à fait. Non. Ouais, ça progresse. Oui, tout à fait. C'est une première partie de réponse. Non. Ouais, c'est un matériau. Tout à fait. C'est un même matériau, mais là, vous avez vu qu'il y a des petits triangles. Donc, j'aimerais bien que vous me posiez des questions sur ces triangles. La première partie de la réponse, c'est bien ça. Microscopie électronique, matériaux. Surface d'un matériau. Non. Non, pas en l'occurrence. Ça pourrait l'être, mais là, ça ne l'est pas. En fait, la largeur d'un triangle est 1 micron. Enfin, non, oui, la surface, de l'ordre du micron, ouais, tout à fait. Ouais, c'est le produit d'une altération, mais que l'on a provoquée. Non. Vous chauffez là. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Vous pouvez me poser des questions sur le matériau aussi. Non. Tu triches, Céline. Oui. Matériau utilisé dans le bâtiment, tout à fait. Non. Béton. Un élément du béton, tout à fait. Donc là, vous avez trouvé matériaux cimentaires. Non. Non, là en l'occurrence, non pas du tout. Ce sont vraiment des phases élémentaires du matériau cimentaire, mais vous n'avez toujours pas trouvé ce que sont que ces triangles. Du sable? Non. Ces triangles proviennent d'une action que l'on a faite sur la surface. Ouais. Pendant l'image en fait. On s'est servi de l'image pour faire l'action. Si je vous... Ouais. Ouais, tout à fait.
c'est un indent. Donc du coup, alors là, je vais pouvoir donner la réponse. Donc vous l'avez trouvé, vous avez presque trouvé en fait tous collégialement. Donc c'est une observation au microscope électronique à balayage d'une surface d'une phase du matériau cimentaire qui est ce qu'on appelle le silicate de calcium hydraté. C'est la phase de base des ciments. Vous connaissez les sacs de ciment chez Casto. En fait, la phase minérale qui fait que le ciment y prend et qu'il est dur, ça s'appelle le silicate de calcium hydraté. En fait, c'est tout gris, c'est uni. Et ici, au sein de la chambre du MEB, en fait, nous nous sommes équipés au laboratoire d'un nano-indenteur. Donc c'est un équipement qui contient une pointe. Et en fait, donc c'est une sorte d'impact, on appelle ça un indent. On vient pointer à une force donnée dans le matériau et on regarde la réponse du matériau en termes mécaniques. Ça nous donne les propriétés mécaniques à l'échelle nanométrique. Donc là, la force qui est appliquée, elle est de l'ordre du millinewton. Et donc la taille résiduelle de l'indent, elle est de la centaine de nanos à 1 micromètre. Ça nous donne les propriétés mécaniques à l'échelle donc micrométrique. Et donc là, vous n'avez pas le droit de me poser de questions, mais vous pourriez légitimement vous dire, mais en fait, c'est quoi le rapport entre ce qui se passe à l'échelle du micron et ce qui se passe à l'échelle de ton bâtiment, en fait? Là, je vous donne le mot-clé multi-échelle, et je vais vous parler après de simulation numérique, puisque l'idée, c'est que lorsqu'on a la propriété mécanique à l'échelle du micron sur notre matériau, et si on sait que ce matériau-là, c'est celui-là qui fait la rigidité de notre béton, on peut, via des modélisations, en entrant ces propriétés en fait, dans des modèles de comportement de béton, on peut remonter par des approches numériques à des échelles supérieures. In fine, au laboratoire, donc, je peux me présenter un petit peu plus précisément. Donc, moi, je suis responsable du laboratoire d'études du comportement des bétons et des argiles à la direction de l'énergie nucléaire de Saclay. Nous, on regarde donc derrière le comportement à l'échelle du béton. Donc, on fait aussi des essais mécaniques à l'échelle de béton. On casse des éprouvettes de béton de quelques dizaines de centimètres de haut. Et toute l'idée, c'est de remonter via la simulation numérique, en fait, à partir de l'échelle micron, à l'échelle du bâtiment. Donc, nous, à la direction de l'énergie nucléaire, on s'intéresse aux structures du nucléaire. Celle que vous connaissez le plus communément, c'est celle de la centrale nucléaire, l'enceinte de confinement, l'aéro-réfrigérant, mais aussi un conteneur de déchets nucléaires, par exemple, un colis de déchets dans du béton. Donc, il faut que nous, on puisse évaluer son comportement dans le temps. Et puis, on travaille aussi pour tous les ouvrages de génie civil sur lesquels on peut être sollicité, puisque la propriété mécanique du béton, la maladie du béton, ce que vous voyez visuellement sur tous les bâtiments, c'est la fissuration, en fait. Le résultat de toutes les maladies du béton, quelles qu'elles soient, c'est la fissuration. Et donc, la clé, c'est la propriété mécanique de ce matériau soumis à diverses sollicitations. Donc, quand vous m'avez posé la question de est-ce que ce serait valable sous irradiation, on pourrait très bien imaginer, et on le fait, d'aller irradier des bétons qui simuleraient un béton d'un colis de déchets nucléaires, par exemple, et puis de regarder avant-après, via cet équipement-là, comment les propriétés mécaniques ont évolué. Et le modélisateur au laboratoire, il pourrait intégrer ces données-là, il pourra intégrer ces données-là dans son modèle et dire, la propriété mécanique de tout mon colis, en fait, elle a évolué de telle façon sous irradiation. Voilà un petit peu la méthodologie d'étude. La dernière chose, on peut peut-être présenter l'appareil. Alors, c'est l'intérieur de la chambre du microscope électronique. Je vais peut-être prendre le pointeur si c'est possible. Merci Pauline. Voilà. Donc ici en fait, ici c'est la platine du microscope électronique sur laquelle on est venu placer notre platine de nano-indenteur. Ici c'est la fameuse pointe qui vient indenter le matériau qui va être positionné ici. Donc le nano-indenteur il est là. Et ici vous avez le détecteur du microscope électronique. Ça veut dire qu'on peut en même temps détecter. Je vais peut-être revenir sur le transparent d'avant. Parce que finalement, là, je vous ai dit, c'est un matériau hétérogène. On pourrait très bien imaginer d'indenter ici, puis de dire c'est telle résistance mécanique. Et ici, si c'est une autre phase, qui est 10 micromètres à côté, de dire celle-là, elle a telle propriété mécanique. Donc, on pourrait travailler sur des matériaux composites, finalement. Donc l'armature dans le béton, on pourrait facilement le faire, du coup, et de regarder un gradient de propriété mécanique au sein de ce matériau composite.
Donc, le mot de la fin, c'est de dire aussi que l'image, elle nous sert de base, mais finalement, l'interprétation derrière, elle se fait à l'aide de modélisation mécanique. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des modèles pour interpréter le résultat. L'image, ce n'est pas le résultat, en fait. Le résultat, c'est une courbe, un graphique qui donne des propriétés mécaniques au cours de l'essai d'indentation et qui est interprété ensuite et qu'on couple avec les données chimiques. Donc, c'est du couplage chimie-mécanique. Ça marche, c'est bon, ça marche? Non, moi je crois que je suis comme ça. J'ai oublié ma lance. Donc à mon tour, donc je suis Vincent Minier, j'en dirai pas plus. Je sais qu'il y en a qui me connaissent, donc vous n'avez pas le droit de participer. Donc si, on rigole. Donc la question c'est, bon d'abord, que représente à votre avis cette image? Et après j'aurai pas mal de questions sur les couleurs. Donc commençons par, que représente cette image? Non, mais vous avez noté qu'en effet, il y a une séquence. Mais ce n'est pas une séquence temporelle. Exact, c'est le même objet vu à différentes longueurs d'onde. Donc ce qui signifie que les couleurs, vous avez une petite idée de ce qu'elles pourraient signifier. Plutôt infrarouge là, ok. Plutôt quoi ici? Un peu avant. Bon, c'est visible, tout à fait. Alors, ce n'est pas exactement l'infrarouge, mais vous n'avez toujours pas répondu à la question que représente cette image en termes d'objet? Est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est un phénomène? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Donc, on est dans le ciel, dans les étoiles. Ok, galaxie. Il y a d'autres idées? Un gaz. Un gaz terrestre ou extraterrestre? Stellaire. C'est pas mal. D'autres idées? Alors, c'est pas exactement... c'est bien dans le ciel. C'est pas du gaz pour ce qui est rouge. Ça pourrait en être pour ce qui est bleu. Ça serait pas mal, ça, la matière noire. Non, je ne fais pas d'ésotérisme. Non, 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 non. C'est pas de la matière noire. Non, 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 on était pas mal tout à l'heure. Alors, c'est pas exactement... C'est pas une galaxie, en fait. C'est une nébuleuse, mais depuis un certain temps, les nébuleuses ont d'autres noms. Alors, ça dépend, parce qu'on a les nébuleuses planétaires, hein, qui étaient justement des explosions autour d'étoiles. Enfin, c'est une étoile, il reste l'étoile au centre, et puis c'est les résidus de l'étoile. Donc, ce n'est pas une nébuleuse planétaire, mais il y a d'autres types de nébuleuses. Vous avez dit galaxie tout à l'heure. Bon, l'autre nom des galaxies, il y a un peu moins d'un siècle, c'était des nébuleuses extragalactiques. Donc, ce n'est pas une nébuleuse extragalactique non plus. Donc, je vous donne un indice quand même, c'est une nébuleuse dans notre galaxie. Donc, on regarde quelque chose à l'intérieur de la Voie lactée. Non, c'est pas la mort d'une étoile. C'est la naissance. Alors, peut-être pas d'une étoile, mais il y en a un paquet. On pourrait discuter sur la taille. Tout à l'heure, il y avait une question, est-ce que c'est une séquence temporelle? J'ai dit non. C'est plutôt... On va avoir plutôt une représentation, en effet, en longueur d'onde. Et puis là, on a quelque chose qui va nous donner aussi des dimensions, la taille. Alors, quelles sont les tailles, à votre avis, de ce type d'objet? On va parler en... Vous voulez parler en quoi? En années-lumière, en parsecs, en mètres, en centimètres? En micro, on peut y aller. De toute façon, ça sera... On va parler en années-lumière, puisqu'on a compris que c'était dans notre galaxie. Est-ce que c'est la taille d'un système solaire? Est-ce que c'est plus grand qu'un système solaire? Est-ce que c'est la taille d'un morceau du plan de la galaxie? Vous voyez bien qu'il y a quand même un grand problème sur cette image. Et Vincent, tu l'as touché à un moment, c'est qu'il n'y a pas de légende. Il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de légende. Finalement, une image scientifique sans axe et sans légende, on est quand même mal parti. C'est une image qui a perdu du sens. Et là, on a du mal à lui redonner son sens. Et c'est bien pour ça que généralement, ce genre d'images se perdent dans la sphère médiatique et elles perdent tout leur sens. Et quelque chose que Vincent aurait pu dire aussi tout à l'heure, c'est
c'est un jeu qu'on s'amuse à faire de temps en temps, c'est quand on tombe sur une magnifique image scientifique, c'est de mesurer le nombre de clics qui va nous ramener jusqu'à la légende de cette image, c'est-à-dire jusqu'à vraiment la compréhension de cette image. Et parfois, c'est prodigieux. D'ailleurs, parfois, on ne la retrouve jamais. Donc là, j'attaque peut-être les explications, on est sur une image, une formation d'étoiles dans notre galaxie. Cette image, c'est un nuage moléculaire, donc c'est l'autre nom d'une nébuleuse, hein, nuage moléculaire, donc c'est bien un nuage a priori de gaz moléculaire. En l'occurrence, c'est du dihydrogène de façon majoritaire. Il y a aussi du monoxyde de carbone, mais ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas ce qu'on détecte. Ce qu'on détecte, et qui est visualisé ici en rouge, rose, c'est l'émission dans l'infrarouge submillimétrique, donc constitué à une longueur d'onde qui est de l'ordre de 100 micromètres, qui correspond au rayonnement thermique de petits grains de poussière qui sont bien mélangés avec le gaz interstellaire. Et ces petits grains de poussière, ils font à peu près 1 micromètre de taille, donc ils éteignent complètement la lumière visible, infrarouge proche, ultraviolette. Mais s'ils sont chauffés, légèrement chauffés par la formation des étoiles, ça peut être des chocs, hein, ça peut être juste une étoile qui est en train de naître, donc qui rayonne, donc ça chauffe légèrement. On va passer de 20 Kelvin peut-être à 50 Kelvin, puis 90. Donc on monte en température. Et en montant en température, ces grains de poussière très froids vont se comporter un petit peu comme enfin, c'est pas exactement des corps noirs, mais en première approximation, on va pouvoir dire que c'est des petits corps noirs, et ils vont rayonner, dans l'infrarouge submillimétrique. Et comme ils sont très très bien mélangés avec le gaz qui constitue le nuage moléculaire, on va pouvoir cartographier toute la structure de ce nuage moléculaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont le côté diffus, donc un gaz très peu dense. Quand je dis très peu dense, c'est en moyenne quelque chose comme un atome une molécule par centimètre cube. Et ce qu'on voit de façon beaucoup plus intense ici, ça va correspondre à des zones beaucoup plus denses, donc plutôt de l'ordre de 10 puissance 3 à 10 puissance 5 molécules de dihydrogène par centimètre cube. Et dans ces régions extrêmement denses, alors il faut avoir l'imagination de l'astrophysicien pour voir des filaments, hein, on appelle ça maintenant des filaments interstellaires. Donc à l'intérieur de ces filaments interstellaires se forment les étoiles de façon préférenciée. C'est-à-dire que les étoiles ne vont pas se former là, elles vont se former dans des zones beaucoup plus denses. Ces filaments vont se fragmenter sous le propre poids, ils vont se casser, et il y avoir des poches, on appelle ça des poches préstellaires. Donc c'est tous les petits points, là. Vous voyez, ce sont des poches préstellaires qui vont pouvoir, peut-être, éventuellement, on n'est pas complètement sûr, donner naissance d'ici 100 000 ans à 1 million d'années à des soleils, des étoiles un peu plus massives. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette région-là, elle a donné naissance à des étoiles plus massive que notre Soleil, en particulier une étoile qui fait à peu près 7 à 8 fois la masse de notre Soleil, ce qu'on appelle donc une étoile massive. Cette étoile massive, elle rayonne dans l'ultraviolet, et ce rayonnement ultraviolet va ioniser localement le gaz, va créer un plasma. Ce plasma, sous sa propre pression, sa température, sa pression, va commencer à se dilater, et va, en se dilatant, c'est vraiment, on peut imaginer une bulle qui est en train de se dilater, c'est pas exactement une bulle, mais imaginons-la comme ça, elle va compresser à nouveau le gaz à proximité et donner naissance à une seconde génération d'étoiles. Et on pense que notre Soleil est né dans quelque chose qui ressemble à ce nuage moléculaire, suivant un processus de 2, voire 3 générations d'étoiles. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bleu? Le bleu, c'est la phase la plus évoluée de cette formation d'étoiles. En rouge, c'est les jeunes étoiles à naître, voire légèrement qui viennent de naître. Et en bleu, ce sont des étoiles massives. Je vous ai parlé de ces bulles, ces cavités de gaz ionisé. Donc ce sont des étoiles massives qui ont à peu près 1 million d'années, qui ont très bien irradié leur environnement. Et donc on voit une bulle de plasma qui est à peu près à 10 000 degrés qu'on observe à travers l'arrêt du H-alpha. Donc on a ici une évolution qui n'est donc pas une évolution, je suis bien temporelle, mais c'est regarder la même région à différentes longueurs d'onde. Et ça répond en fait à une deuxième question sur la partie de l'image scientifique. C'est une image scientifique au sens, elle a été réalisée à partir de données scientifiques qui sont prises par l'Observatoire spatial Herschel. Et en plus, cette image, c'est aussi une image qui sort du champ scientifique. C'est une image que j'ai réalisée avec un graphiste à partir des données Herschel pour faire un film d'animation. Et là, vous voyez en fait les différentes planches d'un film d'animation, un petit peu comme ton cheval au galop tout à l'heure, où on va voir en fait la dynamique des phénomènes à l'intérieur de cette région, allant de
des jeunes étoiles massives jusqu'à la naissance de nouvelles étoiles. Il reste combien de temps? 5 minutes? Bon, très bien. Alors après, il y a la taille, hein, j'en ai pas trop parlé. Donc la taille, hein, ici, ça fait à peu près une centaine d'années-lumière. Centaine d'années-lumière, c'est relativement grand, mais ce n'est pas si grand que ça. C'est par rapport aux 100 000 de la Voie lactée. Donc c'est vraiment une petite partie de la Voie lactée, c'est un petit nuage moléculaire. À votre avis, la distance, c'est loin, c'est proche? Est-ce qu'on voit correctement? D'abord, ce qu'on voit, est-ce que c'est correct? Est-ce que je n'ai pas triché un petit peu dans cette image? Avec le graphiste, on ne s'est pas amusé à la rendre plus belle, à votre avis? Est-ce qu'on verrait vraiment ça si on prenait les données venant du satellite Herschel et si je les mets dans un logiciel qui s'appelle DS9 pour faire la visualisation directement? A priori, non, mais il a bien fallu en mettre une. Vous noterez qu'on a fait comme choix de ne pas faire un choix de l'arc-en-ciel. On est resté dans une teinte et on a plutôt joué sur la dynamique à l'intérieur de cette teinte, afin d'avoir une teinte par longueur d'onde principale. C'est-à-dire que le bleu, c'est le visible. On va garder donc la dynamique dans le bleu. Le rouge-rose, c'est l'infrarouge submillimétrique. En fait, il y a une deuxième image qui a été utilisée ici. C'est une superposition d'une image qui est prise par l'observatoire spatial Herschel à 250 micromètres, donc avec une bonne résolution. Herschel, c'est 3,50 m dans l'espace, un télescope spatial. Et là, le côté diffus, ça a été ajouté. C'est une image qui vient d'un autre instrument qui s'appelle BLAST, qui était un ballon qui a été mis dans l'atmosphère pour regarder à 500 micromètres, qui donne donc une meilleure idée de la diffusion autour de ça. Et alors la raison pour laquelle on se met aussi dans l'espace, que là je vous parle que d'observatoires spatiaux, Herschel, BLAST, c'est parce que ce type d'image est pratiquement impossible à faire depuis le sol, tout simplement parce que le rayonnement infrarouge est absorbé par notre atmosphère, en particulier le rayonnement submillimétrique. La vapeur d'eau adore ce rayonnement, il y en a beaucoup dans notre atmosphère, donc il y a deux solutions. Soit on se met sur des plateaux à 5000 mètres d'altitude au Chili, soit on va en Antarctique, mais c'est un peu difficile et complexe, on a essayé de développer des instruments là-bas, soit on se met dans l'espace pour avoir une très très bonne précision, une bonne résolution, une bonne sensibilité surtout. On peut peut-être finir par l'instrument. Alors voilà la bête. Donc ça c'est le télescope spatial Herschel qui a occupé le service d'astrophysique du CEA, donc où je travaille pendant longtemps, très longtemps. C'est un satellite qui a été lancé par Ariane 5 en 2009. C'est un satellite qui avait été proposé par l'Agence spatiale européenne dans les années 80, qui n'avait pas le même nom, qui s'appelait FIRST. Donc je reparle de Vincent, parce qu'avec Vincent, on termine un livre sur l'histoire de la conception du télescope spatial Herschel. Il a évolué dans son design, donc pour être lancé en 2009. Le CEA a fortement contribué à ce satellite. Le service d'astrophysique, mais pas simplement. Il y a également le LETI à Grenoble qui a fourni des caméras, enfin des matrices de bolomètres pour mettre sur une des caméras à bord des instruments qui s'appelle PAX. Donc les instruments sont ici. Là, c'est le miroir primaire. Le miroir primaire, c'est un assemblage de 12 pétales en carbure de silicium et le brasage, c'est-à-dire l'assemblage de ces 12 pétales a été fait en se servant d'un brevet qui avait été déposé par anciennement l'ancien LITEN. Et puis, nous avons également, à l'intérieur des deux instruments Spire et PAX, des systèmes de cryoréfrigérateurs qui permettent de descendre à 0,3 K. Ça a été dit également, il n'y a pas que le microscope électronique, il y a un certain nombre d'instruments qui ont besoin de fonctionner à très basse température. On regarde des phénomènes qui sont de l'ordre de 20 à 30, voire 50 Kelvin en température de corps noir. Nos instruments sont refroidis à très 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 basse température afin de ne pas finalement détecter leur propre bruit et de louper la détection de l'émission en infrarouge de la galaxie, de la formation des étoiles. Donc il y a énormément de techno CEA à l'intérieur de cette machine. Et puis, je dirais la suite, elle continue parce que cet instrument Herschel a donné lieu à un certain nombre de valorisations sur, alors pas économiques, mais scientifiques et technologiques. Toujours les détecteurs de bolomètres de type PAX ont donné naissance à ce qu'on appelle une lignée technique de bolomètres. Et cette lignée technique
opèrent maintenant sur un radiotélescope qui est basé au Chili, qui s'appelle APEX. Donc on peut faire des observations à des longueurs d'onde comparables, mais avec un télescope beaucoup plus grand. Là, vous voyez une sorte de complémentarité immédiatement entre l'espace. Ce télescope, là, le miroir primaire, fait 3,50 m. Donc lambda sur D, ça vous donne à peu près la diffraction, la résolution angulaire qu'on peut avoir. Avec des télescopes au sol, en regardant dans les fenêtres atmosphériques à travers lesquelles ce rayonnement peut passer, donc au Chili par exemple, on en a quelques-unes à 350, 450 microns, on peut avoir des télescopes de 12 mètres en diamètre, donc on améliore pratiquement d'un facteur 4 la résolution. Évidemment, on ne peut pas observer autant qu'avec Herschel, parce qu'on est plus pollué par le bruit de fond, mais on peut faire des observations très précises, complémentaires de ce qui a été fait. Et je dirais en conclusion, cet observatoire spatial Herschel, il nous a raconté toute l'histoire de la formation des étoiles, de notre galaxie, jusqu'aux échelles cosmologiques. Merci. Bonjour, donc, je m'appelle Julie Malclès et voici mon image. Avez-vous une idée de ce que ça représente ? Non. Par exemple, qu'est-ce qui est représenté en jaune ? Oui. Dans un collisionneur. En Suisse. Tout à fait. Le LHC. Donc, en jaune, c'est des trajectoires de particules. Quel type de particules ? Chargées, tout à fait. Et alors en rouge, par exemple ? Non. Qu'est-ce qui est représenté en rouge ? Non. En rouge, c'est l'énergie de certaines particules. C'est l'énergie des électrons et des photons. Et en bleu, donc tout ça c'est dans des détecteurs de toute façon. Hein. Et en bleu, c'est l'énergie d'un autre type de particules, les hadrons, donc les protons, les neutrons, les particules constituées de quarks, les pions, les kaons. Alors tout ça, ça représente une même collision. Donc pour vous expliquer, donc ça représente une collision du LHC. Au centre, on a plein de particules chargées, les trajectoires des particules chargées qui sont reconstruites dans notre détecteur. Vous pouvez voir que ces traces de particules chargées sont plus ou moins droites. Pourquoi certaines sont courbées, d'autres ne le sont pas ? Est-ce que vous avez une idée ? Voilà, notre détecteur est plongé dans un champ magnétique constant qu'on connaît et qu'on a mis là exprès. Et donc, les particules chargées vont être déviées par ce champ magnétique. Elles vont être d'autant plus déviées qu'elles sont peu énergétiques. Les particules très, très énergétiques vont être moins déviées. Grâce au rayon de courbure qui est mesuré dans nos détecteurs, on peut calculer l'impulsion de chacune de ces particules. Donc on peut avoir une idée de leur énergie. Donc ça, c'est uniquement pour les particules chargées. Après, en rouge, donc vous avez ces deux gros rectangles rouges là. Donc je vous ai dit que c'était des électrons ou des photons. C'est l'énergie déposée par les électrons et les photons. Donc à votre avis, déjà, ce sont des électrons ou des photons ? Pardon ? Voilà, donc il n'y a pas... Non, alors non, les photons, on ne voit pas leur trajectoire. Parce que les photons sont neutres. Et seules les particules chargées électriquement sont détectées, ont des traits jaunes. Là, par contre, on a mis des petits pointillés pour aider à visualiser les particules qui viennent du point d'interaction. Mais bon, ces pointillés, en vérité, on les a juste rajoutés à la main. Donc, vous voyez que ces deux
ce sont des photons puisqu'ils ne laissent pas de traces, dans le trajectographe qui détecte les particules chargées. Donc on sait que ce sont des photons. Puisqu'on sait qu'en rouge, on n'a que des électrons ou des photons. Et l'électron est une particule chargée qui aurait laissé une trace dans le trajectographe, donc une trace jaune. Donc là, on a 2 photons. On peut voir qu'on a 2 photons de très grande énergie, puisque la longueur des rectangles elle est proportionnelle à l'énergie qu'on mesure. Alors, à votre avis, quelle est cette collision ? À quoi elle a bien pu nous servir ? Voilà, donc c'est une des collisions qui a été enregistrée en 2012 et qui a servi à la découverte du boson de Higgs. Alors, déjà, qu'est-ce que le boson de Higgs ? Est-ce que vous savez ? Et pourquoi on s'intéresse au boson de Higgs ? Bon, je vais vous expliquer. Donc, la physique des particules, elle a été élaborée principalement au cours du XXe siècle par une interaction entre des avancées théoriques majeures et des découvertes expérimentales majeures. Et à la fin, à peu près dans les années 60, on avait un modèle qui était cohérent, qu'on a appelé le modèle standard, qui arrivait à décrire les particules élémentaires, donc qui arrivait à décrire avec des particules de matière, les leptons et les quarks, et des interactions fondamentales, l'interaction forte, l'interaction faible et l'interaction électromagnétique, qui arrivait à décrire l'ensemble des phénomènes qu'on observait. Donc cette théorie a été très satisfaisante. Sauf que dans cette théorie, au départ, les particules n'étaient pas massives. Or, expérimentalement, on voyait très bien que les particules avaient une masse, mis à part le photon. Donc il y avait un gros problème qui était posé. Et dans les années 60, il y a plusieurs théoriciens qui ont résolu ce problème en proposant un mécanisme qui permettait de donner une masse à toutes les particules. Et ce mécanisme, pour donner une masse aux particules, introduit une nouvelle particule qu'on appelle le boson de Higgs, et qui interagit avec les autres particules, et plus son interaction avec elle est forte, plus ces particules vont avoir une masse. Donc avec ce mécanisme théorique, ils arrivaient à conserver les propriétés qu'on aimait dans ce modèle, tout en donnant une masse à toutes les particules. Donc là, on était très contents. Et depuis les années 60, on cherche désespérément à trouver ce boson de Higgs. Mais en fait, on ne l'a pas trouvé, on a mis très longtemps. Donc il a été cherché sur à peu près tous les accélérateurs de particules qu'on a construits. En particulier, il a été cherché au LEP, dans les années 90, qui était un accélérateur électron-positron sur lequel on a fait des tas de découvertes, mais on n'a pas trouvé le boson de Higgs. Il a ensuite été cherché au Tevatron, dans la banlieue de Chicago, un accélérateur proton-antiproton qui était beaucoup plus énergétique, mais dans lequel on n'a pas pu le trouver non plus. Alors pourquoi on n'a pas pu le trouver dans ces accélérateurs ? Pas assez d'énergie, exactement. Donc vous savez que E égale mc2, la fameuse formule. Donc l'énergie et la masse sont équivalentes. Et pour produire une masse donnée, il faut avoir assez d'énergie. Il faut avoir une énergie supérieure à la masse, qu'on veut produire. Et donc en fait, dans ces collisionneurs où on l'a cherché, on n'a pas réussi, soit au LEP par exemple, on n'a pas réussi à le produire parce qu'on n'avait pas assez d'énergie, donc on ne risquait pas de le découvrir. Au Tevatron, on avait assez d'énergie pour le produire, mais ce sont des phénomènes qui sont extrêmement rares. Et il y a plein de bruits de fond. Donc le bruit de fond, c'est des phénomènes qui, en général, sont beaucoup plus courants et qui imitent ce qu'on cherche. Et donc c'était une aiguille dans une botte de foin, quoi. On ne pouvait pas le voir. Il était trop rare par rapport à tout le reste des choses qu'on produisait. Donc au LHC, on a enfin réussi à le produire. Maintenant, pourquoi on l'étudie en 2 photons ? Là, je vous ai donné cet exemple parce que c'est un des canaux qui a permis sa découverte. En fait, le boson de Higgs, c'est une particule instable qui se désintègre instantanément dans d'autres particules. Alors pourquoi on l'étudie en 2 photons en particulier ? Ça, c'est un des canaux les plus intéressants. Et c'est ce qu'on fait à Saclay d'ailleurs. On l'étudie en 2 photons parce qu'on est capable de mesurer les énergies des photons avec une précision démoniaque par rapport à plein d'autres particules. Et pourtant, le boson de Higgs se désintègre en photons très rarement. Et il se désintègre par exemple beaucoup plus souvent en d'autres particules comme les quarks B. Il se désintègre plus de la moitié du temps en quarks B, mais on mesure l'énergie des quarks B avec une résolution très, très mauvaise. En 2 photons, il va se désintégrer
2 pour 1000, enfin 2 fois pour 1000, quoi. Donc c'est très peu. Mais en revanche, on va mesurer son énergie avec une précision démoniaque et ça va nous permettre de le distinguer du bruit de fond plus facilement. Donc maintenant, dernière question, comment on fait justement pour le distinguer du bruit de fond? Comment on fait finalement pour être sûr que c'est un boson de Higgs? Déjà, est-ce qu'on peut être sûr que c'est un boson de Higgs? On ne peut pas vraiment être sûr, hein, on ne peut jamais être sûr. Donc on est obligé de faire une analyse statistique des données. Donc on a quand même des choses qui nous donnent des indices. Donc par exemple, on peut calculer des variables qui nous permettent de dire bon, ça ressemble quand même plutôt à un boson de Higgs ou alors ça ressemble plutôt à du bruit de fond. Par exemple, on peut calculer ce qu'on appelle la masse invariante. Donc la masse invariante, on peut la calculer à partir de la mesure de l'énergie des photons et de l'angle entre ces deux photons. Il y a une formule qui nous donne la masse invariante. Et cette masse, en fait, si ces deux photons proviennent d'une même particule, cette masse va être égale à la masse de la particule mère. En revanche, s'ils proviennent d'un bruit de fond et qu'ils ne proviennent pas d'une même particule, elle va prendre des valeurs diverses et variées. Donc ça va nous donner quand même un moyen de savoir si c'est plutôt un boson de Higgs ou plutôt du bruit de fond. Donc par exemple, si je vous dessine donc cette masse invariante, on va l'appeler M gamma gamma. Et ça va être le nombre d'événements. Donc on va pas savoir dire événement par événement si c'est un boson de Higgs, mais par contre, si on regarde tous les événements où il y a deux photons et qu'on regarde la distribution en masse, on va arriver à savoir si on a ou non des bosons de Higgs. Parce que, en admettant que ça soit la masse du boson de Higgs, les bosons de Higgs, ils vont piquer à cette masse. Alors que le bruit de fond, il va prendre des valeurs diverses et variées. Donc en fait, on va avoir un bruit de fond comme ça qui va prendre des valeurs diverses et variées. Et on va avoir un pic au milieu de ce bruit de fond qui va être à la masse du boson de Higgs. Donc s'il n'y a pas de boson de Higgs et qu'on voit que du bruit de fond, on va avoir nos données qui vont faire ça. Ici, on a un boson de Higgs. On va avoir nos données qui vont faire ça. Puis qui à un moment vont remonter et vont redescendre. Et la largeur de ce pic, c'est notre résolution expérimentale. Donc c'est ce que je vous disais auparavant. Plus on mesure bien notre énergie et plus ce pic il va être haut et fin. Et donc plus ce pic il va être facile à voir. Et donc après, avec une analyse statistique des données, on en déduit s'il y a un boson de Higgs ou pas en faisant des calculs de probabilité. On décide qu'au-delà d'une certaine probabilité, c'est une évidence, il y a un boson de Higgs, il y a quelque chose. Alors on va peut-être venir sur le détecteur. Donc ça, c'est le détecteur CMS, donc sur lequel je travaille. Au CEA, on a la chance de travailler dans 2 expériences du LHC qui sont concurrentes, mais qui sont complémentaires aussi, CMS et Atlas. Moi, je travaille dans CMS. Donc vous voyez, c'est un très gros détecteur. Atlas, c'est encore beaucoup plus gros, parce que CMS, c'est un détecteur qui est compact. D'ailleurs, ça veut dire compact muon solénoïde. Vous voyez, là, c'est un homme, donc c'est très très gros. C'est dans une caverne à 100 mètres sous terre. Et le LHC, lui, il fait 27 km de circonférence. Et donc vous avez les faisceaux qui arrivent là et qui rentrent en collision au centre du détecteur. Donc c'est un détecteur, c'est comme un oignon, il y a plusieurs couches. Comme vous avez vu sur l'image précédente, les premières couches, ça sert à mesurer les traces des particules chargées. Donc en fait, ce que vous avez vu, c'est vraiment tout au centre de l'appareillage. Ici, vous avez les trajectographes qui mesurent les traces de particules chargées. Et là, en bleu, vous avez le calorimètre électromagnétique qui mesure l'énergie des photons qui était en rouge sur l'image précédente. Donc tout ce qu'on a vu, ça se passe principalement dans les détecteurs du centre, quoi. Après, là, vous avez le calorimètre hadronique qui vous mettez les énergies en bleu que vous voyez sur l'image précédente. Et là, vous avez le solénoïde qui délivre le champ magnétique de 4 Tesla qui permet de courber les traces des particules chargées. Et enfin, en fait, tout ce qui est en rouge, là, rouge et blanc, c'est des chambres à muons qui détectent uniquement des particules chargées qu'on appelle muons, qui nous permet de les identifier tout de suite. Et voilà. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Benoît Lara et voici mon image. Alors, je vous redonne la même question que pour mes prédécesseurs.
Qui veut se lancer? Alors, c'est tout à fait du vivant. Oui. C'est un cerveau, oui. Ça ne se mange... Celui-là, pas vraiment, en théorie. Alors, tout à fait. Il s'agit d'un cerveau et on voit 2 gros yeux, tout là-haut. Et entre les yeux, d'ailleurs, vous pouvez me dire peut-être ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas le nez à proprement parler, mais c'est la partie du cerveau qui traite les informations olfactives. C'est les bulbes olfactifs. Et ça vous donne un indice sur le type d'espèce animale qu'on voit ici. Alors, c'est un rongeur, ce n'est pas une souris. C'est un rat, voilà, très bien. Il y a une chance sur 2 à peu près. Et donc, effectivement, les rongeurs ont cette propriété d'être dotés de facultés olfactives très développées. Et c'est pour ça que la zone du cerveau qui traite cette information est, elle aussi, très développée. Vous voyez, c'est toutes les deux bulbes que vous voyez ici, donc très, très volumineux. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre sur cette image, anatomiquement parlant? Avant de parler peut-être de ce qui est indiqué en fausse couleur par-dessus. Alors, ce qui est en fausse couleur aurait pu être de l'activité cérébrale, mais ce n'est pas le cas. J'ai voulu prendre un contre-pied, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des images de cerveau. Alors, bien sûr, c'est une image, on ne l'a pas dit, avec quel instrument est-ce qu'elle est acquise? Une IRM. Donc, vous savez que l'IRM utilise un champ magnétique. Je travaille effectivement à Neurospin, qui, comme son nom l'indique, travaille sur l'imagerie cérébrale de l'animal jusqu'à l'homme avec des IRM, d'où le nom de SPIN. Et l'IRM fonctionne en manipulant les spins nucléaires pour créer des images contrastées en fonction des propriétés de relaxation, de résonance magnétique nucléaire des différents pixels de l'image. Donc vous avez ici différents types de contrastes. Alors bien sûr, l'extérieur du cerveau a un niveau de signal donné. Et puis dans le cerveau, vous trouvez des structures. Alors ici, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire en blanc ce que ça peut être? Il y a 3 grandes catégories de structures dans le cerveau, hein, la substance grise, la substance blanche, et puis la troisième, qui est celle que je demande en fait, dans ce cas, ça apparaît en blanc en imagerie dite pondérée T2 en IRM, c'est de l'eau en fait, du liquide céphalorachidien. Voilà. Donc on a ici en fait les ventricules cérébraux qu'on retrouve sur l'image. Et donc je vais rentrer plus dans le détail de cette expérience qu'on a faite et qui est représentée par cette image ici. Qu'est-ce qu'on voit au milieu du cerveau finalement qui n'est pas très habituel? Est-ce que vous avez une idée? Oui, très bien. Donc ici, on a un animal qui a été greffé avec 2 tumeurs cérébrales, modèle de glioblastome humain. Donc le glioblastome, vous le savez peut-être, c'est une pathologie, une tumeur primaire du cerveau qui, heureusement, ne touche pas tant de personnes, mais quand elle vous affecte, vous donne une espérance de vie très limitée, on dit toujours de l'ordre de 15 mois, et pour laquelle, surtout, il n'y a pas de traitement aujourd'hui efficace, puisque même après résection tumorale par chirurgie, on a souvent des récidives, c'est des tumeurs qui sont relativement infiltrantes dans les tissus cérébraux. Donc on a du mal à s'en débarrasser, on ne sait pas faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à Neurospin, on travaille sur des nouvelles méthodes à la fois diagnostiques et thérapeutiques de ces tumeurs cérébrales chez l'animal. Oui, très bien. Donc vous voyez en surimpression dans les tumeurs un signal en fausse couleur. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est souvent très utilisé de rajouter une deuxième information sur la première. La première est anatomique, la deuxième est fonctionnelle, on va dire. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on voit en fausse couleur? C'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, ce n'est pas de l'activité cérébrale. Ça pourrait être une information métabolique. En IRM, on peut voir de l'information métabolique, effectivement, mais ça n'est pas de l'information métabolique. Exactement, bravo. C'est pas évident. Donc dans notre cas, on a utilisé ici, on a injecté dans les voies intraveineuses de l'animal un traceur ou un agent de contraste, on appelle ça plutôt en IRM,
qui se voit sur les images et prend le contraste. Et donc, on a représenté la concentration en valeur absolue de cet agent de contraste qu'on est capable de quantifier grâce à des méthodologies avancées en IRM. Et on a cette concentration qui est représentée en rouge, d'autant plus rouge qu'il y a du produit de contraste qui s'est accumulé dans la tumeur. Donc ça m'amène à vous donner une première remarque, qui est que le cerveau est très imperméable à toutes les molécules thérapeutiques et diagnostiques a fortiori, notamment les agents de contraste. Ici, le traceur qu'on a injecté, il fait à peu près 1 à 2 nanomètres de diamètre hydrodynamique. La taille de la molécule, c'est 1 à 2 nanomètres, donc c'est quand même très petit. Et néanmoins, le cerveau intègre ne prend pas le contraste parce qu'il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique? Est-ce que vous avez une idée? Alors c'est plutôt un concept qu'une membrane. On n'a pas vraiment une membrane qui envelopperait tout le cerveau. Il y a les méninges, mais ils ne jouent pas ce rôle-là. On a plutôt le fait que tous les vaisseaux sanguins du cerveau ont la particularité, contrairement au reste du corps, d'être avec des cellules qui les tapissent, qui sont très resserrées les unes sur les autres. Elles ont des jonctions entre elles qu'on dit jonctions serrées, d'ailleurs, on les appelle comme ça. Et ça rend le cerveau très imperméable au passage des molécules thérapeutiques. Et notamment, 95% des molécules disponibles actuellement ne passent pas efficacement dans le cerveau ou ne passent pas du tout dans le cerveau. Donc c'est un vrai souci de développement qui nous pousse à faire de la recherche. Alors, ici, vous voyez qu'il y a quand même une différence entre nos deux tumeurs. Hein, on est d'accord. Celle de gauche va prendre le contraste dans une proportion qui est 2, voire plus, fois plus élevée que celle de droite. Alors, est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Déjà, je devrais commencer par vous dire que vous notez que les tumeurs prennent le contraste, toutes les deux. Pourquoi? Parce que la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, qu'on n'appelle plus barrière hémato-encéphalique, mais barrière hémato-tumorale dans le cas d'une tumeur, elle est partiellement augmentée. Pourquoi? Parce que les vaisseaux sanguins tumoraux, du fait de leur croissance un peu anarchique, ils vont avoir ces connexions entre cellules qui sont un petit peu plus lâches, et donc un passage des médicaments qui est plus facilité. Donc on a un effet thérapeutique augmenté dans les tumeurs. C'est le cas de cette tumeur-ci. Néanmoins, c'est l'enjeu de mes travaux, on a fait une intervention supplémentaire dans celle de gauche pour permettre d'augmenter cette perméabilité très localement. Alors qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a utilisé une technologie qui s'appelle la perméabilisation transitoire de la barrière hémato-encéphalique par ultrasons. Et on va utiliser les ultrasons. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse, il y a eu des études cliniques même sur cette technologie récemment. Et on va pouvoir focaliser très précisément les ultrasons dans la tumeur, tout en ne les envoyant pas dans le reste du cerveau. Les ultrasons, quand on les utilise, on peut les utiliser de beaucoup de manières différentes. On peut faire du diagnostic, de l'échographie. On peut aussi les envoyer avec plus d'énergie, de façon pulsée, les focaliser très fortement. Ici, je ne vous ai pas demandé, mais la taille typique, c'est le centimètre et demi. Hein. La taille typique d'un cerveau de rat en largeur, c'est 1,5 cm. Et donc, on va pouvoir focaliser au niveau millimétrique notre faisceau d'ultrasons dans la tumeur qu'on veut traiter et perméabiliser transitoirement la barrière hémato-tumorale pour délivrer plus de nanoparticules, dans notre cas, des chélates de gadolinium qui donnent un contraste en IRM. Alors, vous allez me dire pourquoi faire tout ça sur des chélates de gadolinium? Finalement, ça le seul intérêt de montrer qu'on est capable par ultrason d'augmenter encore la délivrance de médicaments, eh bien, vous savez peut-être que le gadolinium, c'est un atome lourd qui a des propriétés radiosensibilisantes. Et donc l'idée qu'il y a derrière tout ce projet, c'est d'ensuite faire subir une radiothérapie à l'animal. Et vous voyez que plus la dose de gadolinium sera élevée localement, plus l'effet de la radiothérapie sera intense. Et donc on s'attend à ce que la régression tumorale de cette tumeur soit beaucoup plus rapide et efficace que la tumeur contralatérale. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'effet augmenté en termes d'efficacité. Si vous avez un effet qui est meilleur en termes d'efficacité, vous pouvez aussi contrebalancer en diminuant les doses et donc diminuant les effets secondaires sur les tissus avoisinants qui, dans le cas de la radiothérapie, malheureusement subissent aussi des lésions et des dommages et qu'on aimerait bien réduire au minimum. Voilà l'enjeu des recherches illustrées sur ce sol transparent. Donc plus largement, j'appartiens à une équipe de méthodologie IRM et on a comme objectif, dans le cadre de ces projets d'imagerie moléculaire,
d'identifier des nouveaux biomarqueurs de pathologie cérébrale. Alors, c'est quoi un biomarqueur d'une pathologie cérébrale? C'est un élément soit d'imagerie, soit de biologie qu'on est capable de mettre en évidence par l'image et qui nous renseigne sur la présence, voire même plus que la présence, l'agressivité d'une pathologie cérébrale donnée. Et donc, d'une certaine manière, c'est voir des phénomènes biologiques microscopiques à une échelle qui est plutôt mésoscopique ou macroscopique à l'échelle de l'organe en entier pour mieux contrôler l'efficacité d'une thérapie. Et puis, dans ce cas, même combiner ce qu'on appelle une approche théranostique, c'est-à-dire voir la perméabilité vasculaire, essayer de l'augmenter, mais même s'en servir comme thérapie. Donc, diagnostic et thérapie, c'est le champ du théranostique. Et augmenter donc l'efficacité de la radiothérapie dans cet exemple. Alors, on peut peut-être passer sur l'instrument qui nous a permis d'obtenir ces images. Alors, voilà un IRM 7 Tesla tel qu'on en a un à Neurospin. Vous voyez qu'il est dédié aux rongeurs. On ne peut pas passer un gros animal. Un humain, a fortiori, ne rentrerait pas. On a un diamètre de travail de 9 cm sur ces machines-là. Le champ magnétique est de 7 Tesla au centre de l'IRM. Et l'originalité, je dirais, de cet équipement, c'est d'avoir été équipé d'un système d'ultrasons compatible IRM. Donc vous voyez ici et en zoom en haut, un transducteur ultrasonore qui a la propriété d'être amagnétique, donc d'être complètement compatible avec l'acquisition simultanée d'images IRM et de focaliser les ultrasons à travers la boîte crânienne, donc c'est non invasif, sans chirurgie, dans le cerveau d'un animal qu'on aurait placé ici dans l'antenne qui sert d'antenne d'acquisition pour l'IRM, avec bien sûr des cadres de stérotaxie, puisqu'on maintient les animaux sous anesthésie générale, mais il faut assurer quand même que la respiration ou des mouvements un peu brusques ne perturbent pas la netteté des images. Donc on a développé tout ce dispositif et on y a associé un bloc moteur que vous voyez ici, qui permet depuis l'extérieur de la machine de contrôler la position du faisceau d'ultrasons précisément dans le cerveau de l'animal. Et de cette façon, on peut cibler la tumeur, en l'occurrence, dans le cas de l'exemple que j'ai pris aujourd'hui. Alors bien sûr, vous avez du monitoring en temps réel de l'activité respiratoire, de la température de l'animal, de l'ECG, l'électrocardiogramme. Comme je l'ai dit, on peut maintenir l'animal sous anesthésie, bien évidemment, et puis injecter des agents de contraste ou des molécules thérapeutiques depuis l'extérieur de la machine sans avoir à ressortir l'animal, tout cela étant guidé en temps réel par l'acquisition d'images IRM. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci. Bonjour, moi je suis Christine Atté et c'est tout ce que je vous dirai. À vous de jouer maintenant. C'est pas un tube. Oui, il y a des doigts derrière, c'est les miens. Non, ce n'est pas une culture de cellules. Une empreinte sur une sphère, on s'en rapproche. On pourrait faire un mixte avec la culture de cellules et l'empreinte sur la sphère. Et peut-être le tube ou la matière du tube. Non, ce n'est pas du tout dans le traitement de surface. Si empreinte, c'est dans le sens où il y a des trous qui ont été produits, non. Ah, on s'en rapproche vraiment là. Non, c'est pas de la glace. Si j'aurais pas mis mes doigts. Non. C'est pas trop éloigné du domaine du vivant. C'est pour ça. Sur la température ambiante. Non. C'était vivant pas tellement longtemps avant que ça n'arrive là.
mais j'ai pas besoin de signer des papiers d'éthique quand même. Ah, on n'en est vraiment pas loin. Je pense que là, maintenant, je vais définir ce que c'est que cette image. En fait, cette image était vraiment une image opportuniste. On a bénéficié d'un concours de circonstances qu'on n'a pas réussi à reproduire par la suite. On a là, ici, une cristallisation d'acides aminés qui ont été extraits des micro-organismes d'un niveau de sol, et plutôt un sol profond, d'un environnement tempéré. Et les conditions expérimentales qu'on a eues ici, c'était à la fois une vitesse, donc on a eu la précipitation des acides aminés dans un ballon d'évaporation, de façon très classique en chimie organique, un ballon d'évaporation qui tournait à une vitesse qu'on a mis à peu près au pif, quoi, comme d'habitude, et un ballon avec un défaut de surface, ce qui fait que d'habitude on a un gros dépôt blanc, pas beau. Et là, grâce au défaut de surface et puis à la vitesse que l'on a réussi à mettre ce jour-là, parce qu'on avait un bon œil sur le labo, on a eu cette cristallisation des acides aminés en forme de fresque. Et voilà. Donc c'est vraiment une photo unique parce qu'on a essayé de réutiliser ce ballon qu'on a bien marqué. On a essayé plein de vitesses, mais on n'a pas réussi à retrouver ce schéma-là. On a eu de nouveau des fresques, mais pas aussi jolies que celle-ci. Donc voilà. Donc vous me poserez la question peut-être mais pourquoi est-ce qu'au CEA on travaille sur les micro-organismes qui sont dans les sols? La raison en est toute simple. Donc je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous avez entendu parler des liens qui existent entre les variations climatiques et les changements dans le cycle du carbone et notamment via le CO2. Le sol, ces 30 premiers centimètres, c'est à peu près 700 gigatonnes de carbone. Si on descend jusqu'à 2 mètres de profondeur, on arrive à peu près à 2000 gigatonnes de carbone. 2000, plus ou moins 500. Plus ou moins 500 parce que justement, on n'arrive pas à les estimer correctement. On ne les connaît pas bien. Ils sont réévalués à chaque exercice IPCC et essayés de réévaluer de plusieurs centaines. Dans un sens ou dans l'autre, ça dépend des exercices. Et en fait, même si on ne les connaît pas bien, on peut quand même évaluer que cette quantité de carbone qui sont dans les sols, c'est l'équivalent de 300 années de combustion de fioul fossile. D'où la mise en place d'un programme dans lequel le CEA travaille, et qui est tiré par la France et notamment par l'INRA, qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, qui a pour ambition de mettre en place des techniques, notamment des techniques agricoles et agronomiques, pour essayer d'augmenter les quantités de carbone du stock de carbone de 4000, c'est-à-dire de 0,4% tous les ans, pour pouvoir compenser ces émissions de fioul fossile. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on les connaissait mal, ces quantités de carbone. On les connaît mal et effectivement, dans les systèmes climatiques, les Earth System Model, la plupart du temps, le sol est représenté comme une nappe. N'a pas de profondeur. C'est un stock qui est mis à plat. De plus en plus, justement, se rendant compte qu'on a quand même une grande quantité de carbone qui est en profondeur, on essaye de plus en plus de les introduire dans les modèles, mais on connaît encore très mal leur mécanique. Donc, vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête avec le sol de profondeur? De toute façon, les interactions entre ce qui est à 2 mètres de profondeur et l'atmosphère, ça ne doit pas être beaucoup. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais vous donner juste 2 exemples. Un exemple que vous allez toucher des mains, c'est que quand on a un arbre, on a des racines qui vont jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur. Donc 2 mètres de profondeur, on a encore des interactions entre le sol et puis l'atmosphère. Un autre exemple, c'est tout le stock de carbone qui est bloqué dans les hautes latitudes sous les formes de permafrost, ces gros sols gelés. C'est vrai que tant qu'ils étaient coincés dans leurs gros glaçons, ils n'intervenaient pas dans le cycle actif du carbone et donc on pouvait les négliger. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, tout se réchauffe et notamment ces zones arctiques. Donc on ne peut pas se permettre de négliger ces stocks-là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce stock de carbone? Donc le carbone, il vient par la dégradation de la matière organique qui vient des plantes, la litière, c'est-à-dire tout ce qui vient par les feuilles, ce qu'on imagine très bien en se promenant dans les forêts, mais la plus grosse part, elle vient par les racines. Les racines, pour pouvoir se protéger,
de la sécheresse, par exemple, ou se protéger des interactions plutôt du côté agressif des micro-organismes du sol qui pourraient venir les manger, fabriquent des exudats racinaires, c'est-à-dire des molécules, essentiellement des sucres, qui enveloppent chacune de leurs racines. Donc ces exudats sont une des plus grandes parts du carbone qui arrive dans le sol, en plus de ce qui arrive par la litière. Et en fait, quand on regarde justement tous ces différents composés organiques qui existent dans le sol, on a une multitude de différences. On a des lipides, des sucres, des acides aminés. On a vraiment une très très grande variété. Et on peut imaginer que les interactions entre ces molécules, entre elles, mais aussi avec tout ce qui est les composés organiques, les composés minéraux, je veux dire, du sol, sont très variables. Ce qui veut dire que ces molécules, elles ne vont pas avoir le même temps de résidence dans le sol. Certaines vont être laissées libres, plutôt dans ce qui est dissous, et vont être vite consommées par les micro-organismes. Ça va être ce qu'on appelle respirer, donc retransformé en CO2. D'autres, par contre, vont être coincées à proximité des argiles, et dans ces cas-là, elles vont peut-être rester bien longtemps. Donc si je reprends juste un petit bilan, donc en fait, le carbone organique des sols, c'est une multitude de molécules, chacune avec des temps moyens de résidence très variables et qui dépendent de l'environnement, des types de cultures qui sont autour. Et si je reprends l'idée du projet de l'initiative Carte pour 1000, c'est bien de stocker du carbone, mais pour que ça puisse être pris en compte dans le cadre des accords de Paris ou de Kyoto, il faut que ce carbone soit stocké, mais pendant 100 ans. Sinon, ce n'est pas considéré comme une solution viable pour pouvoir justement lutter contre les émissions de gaz fossiles. Donc, en agronomie, il faut non seulement déterminer quels sont les stocks de carbone, mais il faut aussi aller au-delà. Il faut savoir combien de temps ces molécules vont rester dans le sol. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une grande variété, mais on a aussi une grande variété dans les temps moyens de résidence. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse mettre des couleurs sur les molécules en fonction du lieu où elles sont installées. Des molécules bleues qui sont là depuis quelques centaines d'années, des molécules rouges depuis quelques dizaines d'années et des vertes depuis quelques années. Et justement, c'est là qu'intervient le CEA, parce que le C14, que vous connaissez pour avoir daté la grotte Chauvet et compagnie, a justement cette capacité de donner des couleurs aux molécules. On a le côté Chauvet et tout ça qui correspondrait au vieux C14, c'est-à-dire aux couleurs bleues, on peut dire celles qui restent là depuis quelques centaines d'années ou qui seront là pendant quelques centaines d'années. Et puis, il y a eu les essais nucléaires dans l'atmosphère des années 60 qui ont considérablement augmenté les teneurs en C14 dans l'atmosphère. Donc, ça pourrait être le couleur rouge des molécules qui ont quelques dizaines d'années. Et puis, maintenant, on est en train de retomber dans du vert. Et c'est bon. On est en train de retomber dans du vert. Donc, on a bien nos trois couleurs, bleu, rouge et vert. Et donc, quand on travaille comme ça en agronomie pour essayer de comprendre quelle est la dynamique des molécules dans les sols, on travaille au niveau moléculaire. Donc là, c'était l'exemple pour les acides aminés. On fait la même chose pour les lipides, pour des sucres. Et on travaille en comparaison, c'est-à-dire qu'on travaille sur deux profils différents. Un profil de sol sur lequel on n'a pas fait de changement et un profil de sol sur lequel on a, par exemple, augmenté une température ou changé l'agriculture qui va dessus. Et on regarde comment évolue justement la répartition des couleurs. Et donc on voit si telle ou telle pratique agricole correspond à une augmentation du stock et à une augmentation de la stabilité du carbone, ou à l'inverse, si elle contribue à déstabiliser du carbone et du coup aurait exactement l'effet inverse de celui escompté. Donc là, je vais peut-être vous présenter l'instrument sur lequel on travaille. Donc vous avez ici devant vous ECO-MICADAS. ECO, c'est E-C-H-O. Pour environnement, climat, homme. C'est son prénom. MICADAS, c'est son nom de famille. Microcarbon Dating System. Donc, c'est un des 10 appareils qui existent au monde. C'est un système, comme son nom l'indique, est compact. Il a à peu près une surface de 7 fois plus petite que les gros AMS, comme celui qui est sur le site de Saclay. Et en plus d'être compact, il permet aussi de mesurer des quantités de carbone qui sont largement plus petites. 1 milligramme comme mesure standard pour un gros AMS. Et ici, on est de quelques dizaines de microgrammes de carbone.
Donc on n'est plus du tout dans les mêmes gammes. Ça nous permet de travailler avec des quantités de carbone bien plus petites. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Marc Canet. Donc je suis le dernier, alors comme c'est un peu difficile de rester encore éveillé, j'ai droit à une image qui bouge. Hein. Voilà, donc ça s'appelle un film, hein, des fois. Voilà, mais c'est quand même une image. Alors, à vous, c'est quoi? Le soleil. D'accord. Donc c'est très grand. Et qu'est-ce qui se passe sur ce soleil? Des éruptions, ouais, sur le soleil. Donc vous pensez que je suis un concurrent de Vincent, alors, hein, c'est ça? Je suis un astrophysicien qui essaye de concurrencer Vincent. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ce soleil-là? Vous ne voyez pas des structures un peu bizarres, là? Qu'est-ce que c'est? Il est bizarre, hein? C'est un soleil à cornes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me poser des questions, hein, si vous voulez avoir des indices. Hein. Il faut tourner la tête, oui. Alors pourquoi il faut tourner la tête? Il y en a un qui sait un peu, là. Hein. Alors, l'échelle de temps, c'est quoi les échelles de temps, par exemple? Puisque j'ai un film, là, j'ai le temps qui intervient. Hein. Et c'est quoi? Combien de temps entre chacune de ces éruptions? 12 ans. Non, non, c'est pas 12 ans. En fait, c'est 1/60e de seconde. Et la taille, eh bien, typiquement, c'est un tout petit soleil, puisqu'il fait à peu près 2 mètres. À la largeur de l'image, c'est à peu près 2 mètres. Un soleil de 2 mètres, oui. Voilà, en fait, c'est vrai, vous avez trouvé tout de suite la solution. C'est vraiment un soleil de 2 mètres, hein, c'est ça qu'on fait. Alors, pour vous aider un peu, on va tourner un petit peu justement la tête. Alors, je vais vous éviter d'attraper un torticolis, hein. Donc je vais le faire pour vous. Hein, et puis, j'ai dédoublé l'image. Et là, vous comprenez un peu mieux le petit soleil qu'on est en train de créer. D'accord, hein. C'est la fusion, exactement, la fusion magnétique. Hein. Donc, en fait, on cherche, hein, c'est bien ça qu'on cherche à faire. Hein, on cherche à faire sur Terre un petit soleil. Hein, et donc, allumer un feu. Hein, c'est vraiment, on fait une activité, une vieille activité humaine, c'est d'essayer d'allumer un feu. Et vous savez, quand on essaie d'allumer un feu, on a toujours du mal, hein, ça a du mal à prendre. Et de temps en temps, on pensait que tu recommences là, le truc, il fibre, tu reviens en arrière et tu recommences, qu'il y ait les deux à la fois. Et vous savez, quand on allume un feu, tout d'un coup, ça commence à prendre, et puis hop, ça se refroidit tout d'un coup. Et c'est ça tout le problème qu'on a pour allumer ce feu, hein, c'est tu reviens en arrière et tu recommences tout au début. Voilà. Et donc, pour allumer ce feu, le problème, c'est qu'on essaye de monter, hein, tout l'enjeu, hein, d'allumer ce feu, cette flamme, c'est d'avoir au cœur de la flamme 200 millions de degrés, 10 fois la température du Soleil. On fait beaucoup mieux que les astrophysiciens, hein, qui sont un peu faibles hein, quand même, hein, qui ne sont pas très efficaces. Hein, non, vous êtes pas, oui, vous regardez, c'est vrai, vous n'êtes pas responsable. Mais enfin, le Soleil, quand même, c'est profondément inefficace. Hein. Je vous rappelle que vous êtes à peu près 1000 fois plus brillant que le cœur du Soleil. Hein, par kilo, hein, vous faites à peu près du watt par kilo, vous faites, votre puissance est à peu près la centaine de watts, hein, donc vous faites du watt par kilo en tant que machine. Eh bien, le Soleil, le cœur du Soleil, à 15 millions de degrés, à 200 milliards d'atmosphères, il produit quelques milliwatts par kilo. Donc vous êtes 1000 fois plus brillant que le cœur du Soleil. N'oubliez jamais ça. Très important. Donc nous, on cherche à être beaucoup plus brillant hein, que le cœur du Soleil, et on cherche donc à créer au cœur de cette petite flamme, ici, on cherche à créer une température de 200 millions de degrés. Pourquoi 200 millions de degrés? Tout simplement parce qu'à cette température-là, la vitesse des noyaux, hein, des particules, on va mettre du deutérium, du tritium, les meilleurs combustibles de fusion nucléaire possibles, et à cette température, la vitesse est telle qu'ils arrivent, malgré la répulsion électrostatique, ils arrivent à entrer en contact et à fusionner. Parce que les forces internucléaires sont des forces de contact, hein, quasiment, et donc on a besoin de cette température gigantesque pour arriver à les faire se rapprocher et à fusionner. Voilà, donc il faut créer 200 millions de degrés, et ce n'est pas difficile à la limite de créer 200 millions de degrés, il suffit de chauffer. Hein. Malheureusement, on veut en plus. On veut qu'en fait, cette flamme se maintienne à 200 millions de degrés comme la flamme d'une bougie se maintient à la température de combustion. L'idée d'une flamme de bougie, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe la cire, et quand on atteint la température nécessaire à la combustion, les réactions de combustion se font, et elles maintiennent, hein, par le rapport d'énergie, la température de cette flamme. Et on veut faire la même chose en fusion, simplement à 200 millions de degrés. Et tout le problème, il est que eh bien, la taille de cette flamme ne peut pas être gigantesque, sinon la machine est absolument trop importante. Et donc la distance qu'on a entre le cœur à 200 millions de degrés et le bord, elle est limitée à
1 mètre, 2 mètres, peut-être 3 mètres, peut-être 4 mètres, mais pas plus. Et donc on est obligé de maintenir un gradient de température gigantesque entre le cœur et le bord, typiquement 100 millions de degrés par mètre, en limitant les pertes, puisqu'on veut que la puissance qui va être dégagée par la réaction de fusion au cœur de la machine compense ces pertes. Et toute la question, c'est est-ce que cette distance est raisonnable? Est-ce qu'on peut maintenir simplement 2, 3 mètres, peut-être 4 mètres entre ce cœur brûlant et ce bord qui est obligatoirement froid, puisqu'il est au contact avec des parois? Et est-ce qu'on peut, si on arrive à maintenir cette flamme-là, eh bien maintenir des réactions de fusion qui apporteront une nouvelle énergie à l'humanité. Voilà, c'est ça notre défi. On est un peu comme ces hommes de Néandertal qui essayent de travailler sur leur silex et d'allumer un feu, cette flamme, pour se réchauffer. Ben, nous, c'est pareil, sauf que on va se réchauffer d'une manière un peu différente. Voilà l'enjeu de ce qu'on fait. Donc moi, je viens de l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, qui est un vieil institut qui a une 60aine d'années, et c'est à peu près depuis 60 ans qu'on travaille sérieusement sur le développement de cette énergie-là. Même si le premier qui a suggéré que l'énergie qui fait le feu dont brûlent les étoiles était en fait la fusion nucléaire, c'est Jean Perrin en 1919, donc un Français qui l'a imaginé à l'époque. Voilà. Et donc tout l'enjeu est là. Est-ce qu'on va arriver à allumer cette flamme? Alors moi j'ai commencé ma carrière dans tout début des années 80, donc pour construire une machine qui s'appelle Thor Supra West, donc une machine qui est une machine construite à Cadarache, donc qui fonctionne depuis 1988. Et dans cette machine, on va essayer d'allumer cette flamme, mais bon, elle est trop petite pour réellement arriver à la maintenir. Donc j'ai aussi travaillé ensuite sur une machine plus grosse, qui est le JET, la machine européenne, la plus grande machine qui existe au monde, qui a quand même produit 16 millions de watts de puissance de fusion, malheureusement pas dans une seconde. Il fallait chauffer avec 23 millions de watts pour la maintenir en température, donc ce n'était pas vraiment un bilan extrêmement positif. Et ensuite, j'ai travaillé sur ITER, sur le dimensionnement d'ITER, depuis le début des années 80, là aussi. Et cette machine-là, avec ses 2 mètres de distance entre le cœur et le bord, devrait permettre, en gros, de produire autant d'électricité, potentiellement, que ce qu'elle consomme. C'est la taille minimum d'un réacteur de fusion qui produit 0 watts. En dessous, ça consomme, et au-delà, on espère pouvoir produire de l'énergie. Et actuellement, je travaille sur la dernière étape, le réacteur qui suivra ITER, qui sera producteur d'électricité, qu'on appelle démo pour le moment, pour démonstration, et qui ne reste encore que démo. Ce n'est pas encore dans la réalité. Voilà. Et malheureusement, le démarrage d'ITER étant reporté à 2025 pour des tas de problématiques, disons, de planning et de problèmes techniques, eh bien, on devrait avoir ITER à pleine puissance en 2035 et commencer à construire démo peut-être en 2050 à peu approximativement. Donc c'est malheureusement une perspective assez lointaine, mais c'est extrêmement important de travailler sur cette énergie parce qu'il n'y a pas tellement de choix, puisqu'on sait que le défi fondamental du XXe siècle, c'est de basculer d'une consommation d'énergie à 80% fossile vers une consommation d'énergie à 80% non fossile. Et la fusion pourrait éventuellement faire partie de cette... La suivante, merci. Faire partie de ce ensemble d'énergie qui permettrait de résoudre le problème. Voilà. Donc ce qu'on voit sur l'image, ce sont des phénomènes, ce qu'on a vu sur l'image, ce sont des phénomènes d'instabilité qui refroidissent brusquement le plasma et qui empêchent donc de maintenir, de limiter les pertes et donc d'arriver à un fonctionnement rentable pour la fusion. Alors ce qu'on voit ici, c'est l'intérieur de WEST. Donc WEST, c'est la nouvelle configuration de Thor Supra. C'est une configuration dans laquelle on va remplacer les parois qui étaient précédemment en carbone, en fibre de carbone, par des parois qui sont en tungstène. Parce que ITER va utiliser le tungstène, ça va être une des premières machines qui va utiliser le tungstène, qui est nécessaire quand on va mettre du tritium dans le système, parce que le tritium, c'est très radioactif, et on doit éviter d'accumuler le tritium, donc il faut absolument remplacer la fibre de carbone poreuse par un élément qui soit non poreux, et donc c'est le tungstène qui a été choisi, parce qu'il tient en température. Et donc, Thor Supra West. West, pourquoi ça s'appelle West? Parce que W, c'est le symbole du tungstène. E, c'est pour environment. S, c'est steady state. Et T, c'est tokamak. Voilà, donc West, c'est tungsten and environment, steady state tokamak. Voilà. Et donc, on va le démarrer dans les jours qui viennent. Là, c'est la dernière photo qu'on a prise avant de fermer la machine, la mettre en pompage. Et elle va donc démarrer. Et elle a un but fondamental, un défi à relever, c'est de qualifier le tungstène pour ITER, parce que ITER va démarrer en tungstène. Donc c'est ça qu'on va essayer de résoudre dans les années qui viennent, dans les années d'exploitation qu'on va avoir d'ITER. Ce qui est important, je crois, étonnamment, en écoutant un peu tout le monde,
je me suis aperçu qu'on travaillait tous ensemble. Hein. On a l'impression que chacun travaille dans son domaine, mais je me suis aperçu qu'en fait, on avait tous quelque chose en commun. Hein. En particulier, Christine développe des supercalculateurs et dont on a besoin parce que quand on veut modéliser ce plasma-là, c'est 10 puissance 20 particules à modéliser. Et on a besoin de puissances de calculateurs qui sont typiquement à peu près 20 fois la puissance des calculateurs actuels. Donc on a, enfin 20 fois, non, je me trompe, excuse-moi. On a besoin de 20 ans de doublement de la puissance, plus exactement, des calculateurs. 20 ans, donc en imaginant qu'on a le doublement tous les 2 ans. Hein. Voilà, donc c'est ça qui va nous permettre de modéliser correctement un plasma de fusion. Donc c'est un enjeu fondamental et on a besoin de ce développement. Hein. Je crois que c'est extrêmement important. Par ailleurs, il y a un défi fondamental, un défi très important qu'on a pour la fusion. La réaction de fusion deutérium-tritium produit des neutrons extrêmement énergétiques. Ces neutrons font 14 MeV, mégaélectronvolts, hein, alors que ceux de la fission font 2 mégaélectronvolts. Alors ça a l'air que 7 fois plus, ce n'est pas grand-chose. Malheureusement, l'énergie de liaison des nucléons dans les noyaux, c'est aux alentours de 8 MeV. Et donc on est au-dessus de l'énergie de liaison. Et donc ces nucléons de fusion sont 100 fois plus efficaces pour arracher des protons, arracher des particules alpha au noyau des matériaux qui entourent le réacteur. Hein. Et donc, on a absolument besoin des gens qui modélisent et qui étudient les matériaux pour mettre au point des matériaux qui vont être capables de rester à ces neutrons 100 fois plus agressifs que les neutrons de fission. Et si on arrive à allumer notre flamme qui va se maintenir et donc produire l'énergie, mais qu'on n'a pas les matériaux capables de résister aux neutrons produits par cette réaction-là, eh bien, notre espoir de développer l'énergie de fusion est absolument condamné. Donc on a besoin des gens des matériaux et c'est fondamental. Alors avec Vincent, on a aussi quelque chose en commun, c'est qu'on travaille sur des plasmas, hein, donc on a les mêmes outils, hein, et donc on a une communauté, hein, de physiciens des plasmas, qui est un état, le 4e état de la matière, et donc on travaille beaucoup avec eux. Avec Julie, Julie, on en discutait à midi, on a développé pour Thor Supra, donc Thor Supra, Thor, vous avez bien compris que ça s'appelle Thor parce que c'est un anneau de plasma hein, dans lequel on crée les réactions de fusion, et Supra parce que supraconducteur, puisque la pression au cœur du plasma, hein, on va monter à 200 millions de degrés, la pression au cœur du plasma, qu'on imagine gigantesque, hein, va être maintenue par une pression magnétique qui va maintenir et va confiner le plasma. En fait, ces 200 millions de degrés vont correspondre à une pression de plasma extrêmement limitée. Hein. Typiquement, ça va être la pression d'une bouteille de champagne, 7 bars. Hein. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les champs magnétiques qu'on est capable de créer pour équilibrer la pression du plasma hein, ne sont pas capables de tenir des pressions plus élevées. Hein. Donc, ce plasma hein, qui est absolument à très haute température, 10 fois la température du Soleil, reste à une pression très raisonnable. Donc, c'est l'intérêt de la fusion. On a une pression et donc une énergie stockée dans le système extrêmement faible, donc peu de risques. Hein. On ne risque pas d'avoir une explosion puisque la pression du plasma est celle d'une bouteille de champagne. Voilà. Donc, ce champ magnétique est créé dans un réacteur, donc qui maintient le plasma, est créé par des aimants qui sont obligatoirement supraconducteurs, puisqu'il faut le maintenir 24 heures sur 24, et donc on doit éviter absolument le cuivre. Et on a développé donc au début des années 80 pour Thor Supra une nouvelle technologie de refroidissement des aimants supraconducteurs en utilisant l'hélium superfluide à 1,8 K. Et c'est la même technologie utilisée dans le LHC, hein, qui a permis de découvrir le boson de Higgs. Donc on a 27 km d'aimants, en gros, hein, qui vont servir donc à guider le faisceau hein, de protons et d'antiprotons, c'est ça, hein, et pour arriver aux collisions. Et donc l'ancien responsable du projet Thor Supra, Robert Aymar, a été le directeur du LHC. Hein, donc, vous voyez que des communautés finalement travaillent ensemble parce qu'on a la même technologie. Voilà. Et puis c'est la même chose pour Benoît, hein, puisque Benoît, lui, utilise aussi la technologie niobium-titane refroidi hélium superfluide, qui a été développée pour Thor Supra, qui sert actuellement pour les IRM. Voilà. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup tous ensemble hein, des choses en commun, hein, je crois que c'est important de le dire. Et pour Christine, eh bien, on a un but en commun, c'est d'éviter le changement climatique. Hein, elle, en essayant de stocker le carbone qui est produit par les énergies fossiles, et nous en remplaçant les énergies fossiles. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a l'air très disparate. Hein. J'ai inventé, en vous voyant, je me suis dit, ben, finalement, on travaille tous ensemble. Et donc, je voulais vous dire que on est une grande famille. Hein, et donc, on travaille ensemble et qu'on échange nos technologies, on partage nos savoirs et nos compétences. Et voilà ce qu'il faut qu'on travaille. Pour conclure, donc, ce qu'on fait ici, hein, dans ces machines de fusion, c'est développer une énergie des réacteurs nucléaires qui sont du nucléaire sans les inconvénients nucléaires. Alors je vais un peu résumer, simplifier, parce que c'est toujours un peu une approximation. L'avantage de la fusion, c'est quoi? Premièrement, les combustibles sont abondants. Hein, c'est le deutérium,
deutérium, vous prenez 1 mètre cube d'eau, vous en extrayez 33 grammes de deutérium et vous avez l'énergie de votre vie entière dans ces 33 grammes de deutérium. Par ailleurs, vous avez besoin de tritium, à peu près la même quantité. Malheureusement, le tritium est radioactif, il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer en fait du lithium qu'on trouve à peu près dans 20 mètres cubes d'eau de mer, on récupère à peu près typiquement une trentaine de grammes de lithium, et ces trentaines de grammes de lithium vont vous suffire pour votre énergie entière. Et donc ce lithium, on va le mettre dans des parois, dans une couverture qui tapisse la surface de la chambre à vide de ces tokamaks, de ces machines de fusion, et bombardés par les neutrons de fusion, ils vont se transformer en tritium. Donc on va avoir notre combustible, le lithium constitue notre combustible qui va devenir tritium dans la machine elle-même. Donc intérêt fondamental, géopolitique et géostratégique. Les combustibles, c'est l'extrait des océans. Le lithium contient donc 0,17 grammes, enfin les océans contiennent 0,17 grammes de lithium par mètre cube d'eau salée, d'eau de mer. Et donc, plus de problématiques géostratégiques de pays qui ont des ressources énergétiques, de pays qui n'en ont pas. Donc, extraction extrêmement facile, un coût faible, avec quelques centaines d'euros, vous avez votre combustible pour votre vie entière. Deuxième intérêt de la fusion, en termes de sûreté, un réacteur de fusion est limité, ne peut pas avoir d'excursion en puissance. Ce qui s'est passé à Tchernobyl, où le réacteur a fait une excursion en puissance d'à peu près 100 fois sa puissance nominale, eh bien, est impossible en fusion, puisque la puissance d'un réacteur de fusion dépend uniquement de la pression magnétique qu'on exerce sur le plasma. Si on dépasse la pression normale de fonctionnement du plasma, le plasma n'est plus confiné et la réaction s'arrête. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'un réacteur de fusion contient en tout et pour tout 1 gramme de combustible. Cette flamme qu'on allume pèse en tout et pour tout 1 gramme. Donc il y a 1 gramme de combustible dans le réacteur, vous arrêtez d'alimenter, en quelques secondes, le combustible s'épuise et ça s'arrête. Je vous rappelle qu'un réacteur de fission contient 3 ans de combustible. Voilà pour l'intérêt en termes de sûreté. Le seul risque, bien entendu, c'est le tritium. Le tritium est radioactif, émetteur bêta faible. Donc, on a intérêt à limiter les quantités de tritium qu'on peut mettre dans l'atmosphère. On considère que l'accident majeur, c'est la perte de quelques grammes de tritium dans l'atmosphère. Et les doses qui seraient prises à peu près par les personnes correspondraient à peu près à un doublement de la dose naturelle. Voilà le risque qui serait pris en cas d'accident majeur. Et on pense pouvoir éviter les évacuations de population en cas d'accident majeur. Voilà en termes de sûreté. En termes de déchets, un changement de paradigme. Un réacteur de fusion ne générera pas de déchets qu'on transmet aux générations suivantes. L'idée, c'est qu'en fait, la réaction elle-même ne produit pas de déchets. Deutérium, tritium en fusionnant de produits comme seul déchet l'hélium, un déchet idéal, puisque non chimiquement inerte, non radioactif, et un matériau très précieux, puisque quand on aura plus de gisements de gaz, il n'y aura plus de source d'hélium dans la nature, donc c'est extrêmement précieux. Et par ailleurs, les structures qui seront activées par le bombardement des neutrons pourront être recyclées en choisissant correctement les matériaux de cette structure. On peut les laisser refroidir pendant 100 ans. Et donc on imagine qu'un réacteur de fusion aura une durée de vie d'une centaine d'années à peu près, qu'une couverture, si on arrive à mettre au point des matériaux qui tiennent suffisamment longtemps, aura une durée de vie de 3 ans. Donc, au cours de la vie d'un réacteur, on aura à peu près 33 couvertures irradiées. Ces 33 couvertures, en fin de vie, seront stockées sur site ou localement. Et ensuite, au bout de 100 ans, lorsqu'on reconstruira un nouveau réacteur, on prendra comme matériaux pour la première couverture les matériaux de la première couverture de l'ancien réacteur, et ainsi de suite, on arrivera à recycler les matériaux. Donc, changement de paradigme complet en termes de déchets. On n'est plus dans du stockage, on est dans du recyclage. Voilà. Dernière chose, la prolifération. Dans une machine de fusion, pas d'uranium, pas de plutonium, donc rien pour amorcer une arme nucléaire, et donc pas de risque de prolifération. Voilà, je conclue là-dessus. Et voilà, je crois que c'est important de terminer sur cette vision un peu d'une famille qui travaille ensemble. Voilà, merci.